Conférence Entreprendre en Algérie, et pour cet épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir pas un entrepreneur, ni deux, mais 3 entrepreneurs qui ont une réelle expérience en Algérie, de longues années à entreprendre ici, localement, qui vont vous partager tout simplement tous leurs conseils, leur expérience. Moi, je vais être là pour leur poser des questions, pour faire un peu le néophyte, et leur poser des questions sur les différents sujets pour entreprendre en Algérie. D'ailleurs, des questions que vous m'avez posées à de nombreuses reprises. Donc, je vais leur poser. Je suis justement donc présent avec Sharef, Khaled et Miloud, que vous connaissez pour certains d'entre eux. Je vais vous laisser vous présenter, messieurs. D'accord, marhaba. Moi c'est Sharef Din Hambli. Je suis arrivé en Algérie il y a 10 ans pour apprendre l'arabe dans un premier temps. Et je suis jamais rentré. Tout simplement. Khaled. Salam alaikum. Khaled Basta. Je suis gérant de la start-up BK Fire et BK Robotronics. J'exerce depuis exactement 2007. Mais BK Fire, c'est en 2015 qu'elle a été créée. Et depuis ce temps-là, on fait que de l'entrepreneuriat. Voilà. D'accord. Donc, Khaled spécialisé donc, dans l'incendie, c'est ça? Industriel? Alors, moi, je suis spécialisé dans la lutte et protection anti-incendie. Après, j'ai fait un petit détour. Voilà, maintenant, je suis spécialisé dans la robotique aussi. Robotique également. Ouais. Donc, combien d'années d'expérience dans l'entrepreneuriat en Algérie, cumulé? Alors, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, voilà. D'accord, ok. Donc, c'est non-stop. Ça fait, on a un bon 10, 15 ans, voilà, grosso modo. Peu plus. Sharef, toi spécialisé mes centres de business, c'est la formation, l'éducation et tout ce qui est la linguistique de manière générale. D'accord. Et notamment la formation et l'éducation, qu'elle soit professionnelle ou individuelle. Un centre de langue pour étudier les langues. Pour apprendre à mieux s'exprimer, apprendre à parler plusieurs langues, mais aussi apprendre à développer des compétences personnel ou interpersonnel pour les entreprises et les particuliers. D'accord. Combien d'années au total d'expérience en Algérie en Algérie, 10 ans. D'accord. 10 ans, alhamdoulilah, depuis septembre. Là, j'ai clôturé les 10 ans. Et sinon, mais vraiment l'expérience entrepreneuriale, ma vraie expérience entrepreneuriale, elle a été en Algérie. D'accord. En France, c'était pas vraiment de l'entrepreneuriat. Et principalement ces 10 ans-là dans ce domaine qui est lié à... J'ai fait également d'autres domaines. D'accord. J'ai essayé d'autres domaines. J'en discuterai d'ailleurs. J'ai fait plusieurs projets. Mais à la fin, je me suis vraiment concentré sur ça, sur my coaching, parce que c'était vraiment mon intérêt principal. Okay. On a fait pas mal de choses, mine de rien. Quand je me rends compte, au bout de 10 ans, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de projets qui ont été faits. Inch'Allah. Miloud. Oui, donc moi j'avais le plaisir d'être dans un de tes podcasts. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui me... Alors moi je suis là depuis 2017. J'ai 2 activités. Une depuis 2017 qui est la fabrication de tout ce qui est éclairage, lampes, luminaires, etc. D'accord. Donc une société qui s'appelle Luxi LED qui emploie une 50aine de personnes. Et j'ai une activité qui a commencé depuis 2013, qui est tout ce qui est autour du véhicule électrique, l'installation de bornes, etc. etc. Donc, très bien. 2023, pardon. 2023. Ah oui, il y a eu un bug là. Je me disais, ça... 2023, non, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, ça. Donc au total, combien d'années d'expérience à entreprendre en Algérie? Ah non, moi j'ai entrepris, en Algérie, après, avant ça, j'étais à l'étranger, j'étais à Dubaï avec une société, enfin, j'étais plus employé principalement, mais j'avais des activités de consulting, etc. Une société de consulting là-bas. Mais on ne peut pas appeler ça entreprendre, ça ne veut pas dire juste ouvrir une société. C'était une activité annexe que je faisais là-bas. Donc voilà. D'accord. Ok. Très bien. Donc, je vais commencer par le commencement, tout simplement. Et la question qui revient assez souvent, peut-être qu'on vous l'a posée également, c'est voilà, je souhaite me lancer en Algérie, dans l'entrepreneuriat. Est-ce que je dois venir m'installer en Algérie pour prendre la température et bien analyser le marché? Première option. Deuxième option, est-ce que des allers-retours suffisent? Ou bien, troisième option, je peux voir ça à distance et ensuite contacter une société spécialisée dans le marketing, dans les études de marché pour me faire un business plan, peut-être me proposer des domaines où il y a effectivement un marché porteur et qui vont probablement peut-être plus être à même de me conseiller. Quel est votre point de vue? Alors, moi, personnellement, je pense que en fonction du domaine dans lequel on veut entreprendre en Algérie, les réponses, elles vont différer. Ouais. C'est sûr qu'une personne, par exemple, qui voudrait faire de la production ou se lancer dans des domaines, dans des gros projets comme l'agroalimentaire ou autre, la présence, elle va être indispensable. Qu'elle soit de courte durée, de moyenne durée ou de longue durée.
Mais après, chacun vient avec un certain référentiel dans le business. Donc, généralement, les francophones, quand ils vont venir, ils vont avoir un référentiel très français par rapport à la mise en place d'un business plan, la mise en place d'un marché, l'étude, etc. En Algérie, je pense un des conseils qu'il faut vraiment répéter, c'est apprécier le marché qu'il y a sur place. C'est-à-dire bien le connaître, bien connaître le mode de fonctionnement du marché et l'apprécier à sa juste valeur. Savoir que certaines choses qui peuvent cartonner en Europe ou très bien marcher ne sont pas forcément les choses qui vont fonctionner ici en Algérie. Mais à l'inverse, des projets qui peuvent très bien fonctionner en Algérie ne seront pas forcément synonymes de succès en France ou en Europe. Et déjà, rien qu'en partant avec certaines bases comme cela, ça va permettre à la personne de se rendre compte que pour pouvoir apprécier le marché, eh bien, il faut venir. Il faut connaître ce marché. Donc, la présence, elle va être indispensable. Maintenant, en fonction du projet, du modèle, du business, peut-être qu'à partir d'un certain moment, se détacher, travailler peut-être de manière distancielle, ça pourrait être faisable. Mais encore une fois, en fonction de l'équipe sur place, en fonction du projet. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la digitalisation nomade, de pouvoir travailler à n'importe quelle heure, depuis n'importe où, avec des exemples de gens qui seraient au Bali, etc. etc. Ce n'est pas forcément des réalités qui sont applicables immédiatement en Algérie, même en 2024. Donc, pour moi, mon avis final, c'est que la présence, dans un premier temps, elle est indispensable, ne serait-ce que pour comprendre le marché et pouvoir l'apprécier, mais qu'à partir d'un certain moment, travailler à distance, c'est faisable. D'accord. Quel est votre avis? Khaled, tu as quelque chose à dire? D'accord, pas d'accord. Avant que je me lance. Pour moi, sincèrement, je pense que la présence, elle est très importante, surtout au démarrage et après, tout dépend de l'activité. Production, je pense qu'une présence à 100%, elle est indispensable parce que là, on doit vérifier la qualité, il y a de tout. Après, il y a d'autres métiers qu'on pourrait faire à distance. Mais là, je ne pense pas que ça ne va pas être possible, certainement au démarrage, première année, deuxième ou troisième année. Mais par la suite, je pense qu'il y aura des mécanismes, il y aura des gens qui peuvent prendre le relais ou quelque chose comme ça. Mais je pense au premier lieu, première, deuxième année, c'est du présentiel, disons du 16 heures par jour. Exactement, c'est clair. Bien sûr, parce que s'il y a un nouveau produit, quelque chose comme ça, c'est des défis, c'est des challenges. Il y a toujours un problème. Nous, on est tout le temps là à trouver des solutions. Et c'est ça le problème. Parfois, on est obligé d'être présent, de se déplacer, de bien faire les choses. Et c'est ça, c'est que en premier lieu, c'est vrai, on peut créer une société à distance, mais dès qu'il y a une production ou même aussi la partie installation, quelque chose comme ça, c'est qu'il faut avoir une présence. Déjà vis-à-vis du client, il y a une présence, il y a une personne avec qui on discute, ça n'est pas une société seulement. Parce que parfois, on est obligé de travailler on travaille direct avec la personne, voilà. Et aussi, ça marche aussi du bouche à oreille et tout, de la recommandation. Moi, je pense qu'en premier lieu, la présence, elle est très, très importante. Voilà. D'accord. Moi, j'aime bien écouter Khaled, bon, Sharaf aussi. Hein. J'aime bien écouter Khaled parce que quand il parle, on voit que c'est quelqu'un du terrain, tu vois. Alors moi, pour répondre à ça, je vais structurer ma réponse en 2 points. Donc moi, mon expérience personnelle, je suis arrivé, mais je suis venu, mais la question se posait même pas, il fallait être là. D'accord. Il fallait que je sois là pour, on va dire, vivre le projet à 100% et me donner un maximum de chances que ça fonctionne. D'accord. Et de ne pas avoir de regrets plus tard pour me dire, ah, mais si j'avais été là, etc., etc. Donc moi, mon conseil, c'est quand on a un projet ici, c'est d'y aller à fond. Et y aller à fond, ça veut dire être là aussi. Donc ça, c'est mon expérience personnelle. Après, effectivement, moi, je pense que c'est une question de risque, de succès ou d'échec. Plus on est là, et plus on augmente le risque de succès. Pourquoi ? Parce que quand on est là, comme disait Khaled et Sharaf, on connaît le marché, on apprend à connaître le marché, on fait nous-mêmes le développement commercial plutôt que de donner à quelqu'un qui va juste avoir un salaire, donc la motivation, surtout quand le chef n'est pas là, c'est compliqué. Donc être sur le terrain pour mettre en place, pour s'assurer que la paperasse est bien faite, qu'il n'y a pas d'entourloupe, etc., etc. C'est pas valable seulement pour l'Algérie, c'est valable pour moi pour tous les domaines, pour tous les pays, quoi.
Après, effectivement, ça va changer en fonction du domaine. La production, c'est pas comme du développement informatique, d'accord. Mais quand même, être sur le terrain, ça veut aussi dire, comme disait Khaled, mettre une tête sur la société. Donc, inspirer la confiance auprès du client. On n'est pas seulement une adresse email qui répond à ses emails. D'être sur le terrain, de voir les clients aussi, ça permet aussi de bien comprendre le besoin client. Après, faire des allers-retours, pour moi, c'est pas forcément une solution parce que on n'est pas là quand le client a besoin de nous. Et puis, quelque part, la relation, elle est oui, attendez, quand je viendrai dans 2 semaines, on verra, machin. Ça ralentit tout, en fait. Ça ralentit tout et ça augmente le risque d'échec. Donc, c'est pas indispensable. Moi, si je dois mettre un chiffre, honnêtement, je dirais que il y a 5 fois plus de chances de réussite. Si vraiment je dois mettre un chiffre, quand on est tout le temps sur place, plutôt que quand on n'est pas là, qu'on fait confiance à quelqu'un qui ensuite démissionne et on ramène quelqu'un d'autre et on vient tous les 15 jours ou 20 jours ou mois, etc. etc. Donc pas indispensable, mais presque. Surtout au démarrage. Surtout au démarrage. Surtout au démarrage. Ici en Algérie, il y a un cadre très informel qui est important. Il y a vraiment le cadre humain. C'est-à-dire les personnes, ils ont vraiment besoin de te voir, de te rencontrer, de te ressentir. Ouais. Et quand tu fais, comme il a dit Milou, de tout à distance, tu perds directement ce contact. Donc ce lien de confiance, d'ailleurs moi je le vois aujourd'hui dans ma société, les gens veulent nous voir, ils veulent nous parler. Ils n'ont pas l'habitude d'être contactés par email. Il y a encore ce cadre très familier presque, comme si on était un peu tous une famille. D'ailleurs, on le ressent dans la vie au quotidien en Algérie, avec les infrastructures, la police ou autre. On sent que tout le monde fait partie d'une même famille. Ouais, clairement. C'est extrêmement le relationnel est extrêmement important. Et un point aussi en termes d'image, au fait, ça n'inspire pas énormément confiance parce que quand on a quelqu'un qui a une activité et qui n'est pas tout le temps là, on a l'impression que cette personne, elle est à moitié impliquée. Ça veut dire que demain, elle peut peut-être nous lâcher parce que sa vie n'est pas ici, quoi. Mais quand on a quelqu'un sur place qui a un business dans lequel il est à fond, on se dit, cette personne-là, elle sera là demain. Moi, par exemple, un exemple, dans l'éclairage, on me donne des garanties qui vont jusqu'à 5 ans. Mais moi, si je suis pas là, elle n'est pas crédible, ma garantie. Peut-être que demain, je ferme ma boîte, je reste à l'étranger et au revoir, quoi. Donc, ils ont vraiment besoin de savoir qu'on va les accompagner toute leur vie, quoi. Moi, je vous rejoins aussi là-dessus par rapport à ce que je fais dans l'immobilier, sur la rénovation. Très clairement, c'est assez impressionnant. Les quelques jours où je me suis absenté, c'est là où j'ai eu des soucis. Ouais. C'était impressionnant. Le lendemain, je me suis dit, c'est pas possible. Et ça m'est arrivé encore cette semaine. J'étais pas venu une journée, pareil, rebelote, juste une journée. Donc après c'est particulier le bâtiment. Donc, mais je pense que c'est un peu partout, pas forcément que le bâtiment. Il y a vraiment cette notion hiérarchique du chef présent, du patron présent sur place, et sorte un petit peu de contrôle. Dont les gens ont besoin au final. Besoin de cette présence. Les salariés, ils ont besoin que le patron soit là. C'est, comme il avait dit, c'est une source de motivation au final. En plus, donc, et de leadership par exemple. Alors, vous avez répondu à une partie de la question. Et il y a une autre partie qui était plus spécifique au lancement. Je voudrais avoir une idée dans laquelle lancer un business. Est-ce que cette idée-là, je viens la chercher en étant sur place en Algérie, donc on parle plus cette fois-ci de la gestion, du suivi, on est vraiment sur la phase de lancement. Est-ce que cette idée-là, je vais la chercher en étant sur place ou en faisant des allers-retours ou en déléguant en passant par une boîte qui me ferait un business plan et qui me donnerait des indications de marché? Idéalement, pour quelqu'un qui veut entreprendre un projet d'une aussi grande envergure, c'est-à-dire investir du temps, de l'énergie, de l'argent dans un autre pays, donc dans un pays qui n'est pas le sien, ça représente déjà toute une stratégie. Donc idéalement, la personne, il faudrait qu'elle soit sur place, clairement, pour avoir son propre ressenti. Maintenant, aujourd'hui, alhamdoulilah, en Algérie, ou même de manière générale, les réseaux sociaux, le networking, tout ce qui est l'information médiatisée, elle permet aux gens, même qui ne sont pas en Algérie, d'avoir une certaine fenêtre et de se dire, OK, de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que les gens me disent sur place, voilà à peu près comment les choses fonctionnent. Tu sais, aujourd'hui, par exemple, Miloud, il est facilement accessible, Khaled, il est facilement accessible, je suis facilement accessible. Donc les gens, ils vont nous contacter directement, nous dire, voilà, j'ai telle idée, est-ce que tu penses que par rapport à ton expérience, ça va fonctionner ? Mais idéalement, il n'y a pas mieux, comme la personne qui souhaite se lancer dans son propre projet, c'est d'être sur place, de voir si est-ce que mon ressenti et mes faits que moi j'ai à ma disposition, elles correspondent au final à ce que me disent les autres. Il y aura toujours un changement de paradigme entre ce que toi tu vas penser et ce que moi je vais penser.
Donc pour moi, il n'y a pas photo. Le lancement, c'est une des étapes les plus importantes avec le développement. Se louper sur ça, c'est compliqué. Non, là, on parle de quelqu'un en fait qui veut entreprendre en Algérie, mais qui n'a pas encore l'idée, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, moi, je dirais qu'au fait, une idée, un business, ça résout un problème, en fait. Donc, le mieux pour résoudre ce problème, c'est de le vivre, ce problème. Et si on prend l'exemple de Yassir, par exemple, c'était catastrophique avant les taxis sur Alger. C'était catastrophique. Moi, je venais souvent pour le travail et c'était l'enfer. Et ils ont résolu un problème monstrueux, quoi. Mais comment? Parce qu'ils ont vécu le problème, je pense. Ils ont vu quel était le problème, comment ils pouvaient le résoudre avec machin, etc. Un peu le modèle d'Uber. Et ils l'ont résolu de la meilleure des façons, quoi. Et je pense que si tu vis pas le problème et que tu ressens pas les effets que ça peut avoir, la frustration que ça peut engendrer de, par exemple, avoir du mal à trouver un institut de langue comme fait Chalaf, ou avoir du mal à trouver un fournisseur de solutions clés en main pour l'anti-incendie, etc. Et ben là, tu te dis, ah oui, là, il y a un créneau à prendre et je vais résoudre ce problème et je vais rendre tout ça, en fait, accessible avec du choix, avec vraiment ce qu'attendent les clients. Et de toute façon, une idée, ça va commencer avec un concept pour résoudre un petit problème. Et en rentrant dans le domaine, on va comprendre quels sont les autres problèmes et quels sont les problèmes dans le détail. Oui, alors il n'y a pas des manques d'expertise, machin, et adapter la société, l'entreprise pour résoudre ce problème. Donc, oui, effectivement, moi je pense qu'avoir une idée à distance, c'est compliqué. À moins que la personne ce soit un serial entrepreneur qui lance son 15e projet. Peut-être ça pourrait être différent, mais là, honnêtement... Avec 5% de résidus. Exactement. La présence, elle est au début, non. Ils doivent être présents à 100%. D'accord. Alors, là, j'ai mon idée, je veux créer ma société. On sait que parfois, même au niveau administratif, ça peut être compliqué ou même d'un point de vue légal de maîtriser toutes les questions qu'on ignore finalement quand on n'est pas ici grandi et étudié ici en Algérie. Est-ce que le fait de solliciter les services d'un avocat est un passage quasi obligatoire qui va nous permettre de rédiger, par exemple, éventuellement des actes d'associés, de gérer des locations pour la location d'un local ou d'autres questions? Est-ce que pour vous, c'est fortement recommandé de passer par un avocat ou pas forcément? Moi, personnellement, avec mon expérience, donc j'ai mené plusieurs projets en Algérie depuis 2014. Et je me suis rendu compte de l'importance d'un avocat ou d'un juriste le jour où j'ai eu un problème, un conflit avec soit un fournisseur, soit un partenaire, soit une entreprise avec laquelle je travaillais. Et c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que vraiment c'était primordial en fait. Et que ça pouvait éviter énormément de problèmes. Ça fait gagner du temps. Ça fait gagner aussi de l'argent. Parce qu'on ne se rend pas compte l'argent qu'on peut perdre lorsqu'on arrive dans un souci d'ordre administratif ou légal. Alors qu'un simple contrat qui aurait été, on va dire, révisé par un avocat ou bien même directement apporté par un avocat ou un expert, ça nous aurait fait gagner en fait énormément de temps, d'énergie et d'argent. Donc, après expérience, après avoir été confronté à ce genre de problème, la question pour moi, elle ne se pose plus. Alors que si tu m'avais questionné il y a 5-6 ans, avant le problème, je t'aurais dit honnêtement, pourquoi tu vas perdre d'argent, c'est ça là? On n'a pas ce réflexe-là. On n'a pas le réflexe. Mais moi, je sais qu'après expérience, c'était vraiment c'était essentiel. Essentiel. Khaled Ould Bled, il va nous expliquer. On parle de lancement, c'est ça? Lancement, on parle au lancement de la... On est au lancement, création de société. Je ne sais pas par où commencer. Je sollicite un avocat ou pas? C'est très important. Parce que l'avocat, c'est lui qui te donne des conseils. Il sait comment y mettre. Il sait comment faire des contrats. Même tout ce qui est loi interne ou quelque chose, c'est un avocat ou bien un bureau de consulting qui donne des conseils. Parce que là, c'est chaque pays a sa façon, a ses méthodes, a ses lois et tout. Là, tu viens d'un autre pays, tu veux faire la loi
comme tu étais, ou je sais pas, n'importe quel pays. Exact. Et là, en Algérie, on peut pas reprendre tout. C'est qu'on a l'idée, on sait pas, on entreprend à n'importe quel pays, on peut pas ramener la même solution en Algérie directement. C'est que chaque fois, on doit modeler, on doit voir les gens locaux, les gens qui connaissent, les gens qui ont eu de l'expérience. Comme ça, on n'aura pas beaucoup de problèmes. Parce que là, si tu fonces directement, tu as un contrat, si tu sais pas comment faire le contrat, c'est que la personne en face de toi pourra gagner facilement. Et c'est des choses qu'on a déjà eues au passé. Et là, maintenant, moi, personnellement, j'ai mon avocat, j'ai un bureau de consulting aussi, qu'à chaque fois, on fait des conseils pour les contrats et tout. Et comme ça, on est vraiment à l'aise, on est beaucoup plus protégé. Ouais. C'est ça, c'est que c'est une fois que tu as les bases, et après, tout vient seul. Ouais. Ouais. Ah, c'est intéressant parce que même toi qui as une culture franchement locale beaucoup plus importante, et tu recommandes de solliciter, de passer par ce service-là. On a cette mentalité de laisser aller et tout, mais c'est pas bien. Vraiment, c'est pas bien. Parce que là, je connais. Non. C'est business, autre chose. Après, les autres travaillent, on fait ce qu'on veut. Mais là, quand on travaille. Carrément. Voilà, il y a des contrats, même pour les employés, même tout. Là, c'est des choses qu'on ne doit pas négliger, sincèrement. C'est un avocat, voilà, ça te prend deux semaines maximum, tu fais tous les contrats après. C'est bon, t'es à l'aise, voilà. Surtout qu'il y a des gens hyper compétents maintenant pour faire ça. Des avocats locaux qui sont formidables. C'est quoi, parce que Khaled, je pense que tu as l'expérience avec ça, c'est quoi le budget de quelqu'un qui veut se lancer en Algérie pour le lancement, de se faire accompagner, conseiller sur l'aspect juridique et légal? Très juste. Après, ça dépend. Il y a des contrats avec des avocats. Tu fais un contrat annuel entre 200 et 300 000 dinars par an. Ouais. Il prend toutes les affaires et tout, voilà. Après, tout dépend de l'avocat. D'accord. Et voilà. Environ Mais après, 1000 €. tu choisis, ça dépend. Parce que, attends, il y a chaque avocat sa spécialité. C'est que tu ne peux pas prendre un avocat qui est spécialisé dans les affaires familiales. Normal. Un avocat Ça, des affaires. Voilà. C'est qu'il faut choisir le bon. Et puis voilà, c'est que... C'est un investissement rentable. Voilà. Il y a des consultants RH aussi, ils sont très bien. Moi aussi, j'ai signé avec un consultant RH, il est magnifique. Ah ben on va y venir sur la RH. Là. Ouais. Tu voulais rajouter par rapport à la question d'avocat, création? Sur le lancement, oui, à la création. Alors, aide étatique aussi. Ouais. Ça peut être. Ça peut être. Aussi... Moi, avocat, oui. Je pense. Enfin, après, se faire conseiller, déjà, ça c'est sûr. Ne serait-ce que pour définir en fait les statuts de la société. Éventuellement, si c'est une grosse société avec des associés, machin, quelqu'un qui va nous écrire le pacte d'associés, en fait, ou alors qui va aussi, qui va choisir si c'est une SARL, si c'est une machin, combien mettre dans le capital, etc. Qui va se faire conseiller au début. Moi, personnellement, ça, j'ai pas fait en arrivant en 2017. Et ça nous a coûté, entre guillemets, des revues, des statuts, des machins à un moment donné où on s'est fait accompagner. Oui. Après, effectivement, comme le dit Khaled, je pense aussi que c'est important de se faire accompagner sur le long terme avec un avocat et avoir des process juridiques en cas d'impayé, en cas de machin, qu'on ne soit pas en train d'appeler le client tous les jours, par exemple, sur l'impayé. Quand est-ce que tu me payes, C'est d'avoir des mises en demeure, machin, être bien structuré sur ce côté-là. Et effectivement, je pense que se faire aider d'un avocat, c'est... Après, le budget dont parle Khaled, pour moi, c'est rien du tout quand on est une société qui fait un chiffre d'affaires conséquent, etc. Pour quelqu'un qui va avoir sa petite boîte, qui va commencer au début, il va peut-être seulement se faire accompagner pour, on va dire, le lancement de sa société, avec la création, etc. Et il va augmenter le package au fur et à mesure. Voilà, exactement. Ça reviendra beaucoup moins cher. Il va faire du sur-mesure, voilà. D'accord. Donc, voilà. Comment ils vont... Enfin, c'est aussi une question qui revient souvent, c'est pour... Est-ce que vous avez des conseils, des tips pour des trucs un peu plus concrets, genre location d'un local? Souvent, on veut lancer un commerce B2C et on a besoin d'un local. Et pour se protéger, par exemple, de la hausse des loyers du propriétaire parce qu'il voit que ça marche bien et qu'il fait x2 au bout de quelques années. Est-ce que l'avocat, lui, peut là-dessus, il peut nous protéger par rapport à ça? Enfin, il peut mettre des... Il a compris. J'ai compris, bien sûr. Ça dépend avec le locataire, ça dépend. C'est des contrats qui se discutent directement. Et après, voilà, ici, vous savez, ils nous disent, voilà, vous payez à l'avance, 1 an, 2 ans, 3 ans.
c'est des contrats vraiment courts, voilà, 2-3 ans, après c'est renouvelable. Ce qui dit renouvelable, après ça va se discuter sur les prix. Et voilà, tout dépend le locataire, s'il voit un chiffre d'affaires, il va augmenter ou non, voilà. Pour moi, c'est des contrats à longue durée, de préférence. Et on peut faire des contrats plus longs que de 2 ans. On peut partir sur des contrats. En fait, tout c'est négociable. C'est de partir, par exemple, sur un truc 5 ans renouvelable ou un truc comme ça. 5 ans. Après chaque 5 ans, il te dit voilà, je te rajoute 20-30%, quelque chose comme ça. Et ça, on peut l'ajouter dans le contrat. Bien sûr. Parce que moi, par exemple, sur un appartement. Avec le notaire, par exemple, je l'ai spécifié, voilà, c'est tant, et au bout de 3 ans, renouvelable à tant de %. Oui, c'est ça, il faut comme ça. C'est quelque chose qui peut se faire même dans l'habitation, donc je pense que... Il y a un truc qu'il faut faire, je pense, en Algérie, quand tu arrives et que tu connais pas vraiment le pays ou les gens, et que je trouve qui est encore super négligé, c'est vraiment de revenir aux personnes qui habitent sur place et aux locaux, aux Algériens. Vraiment aller voir les Algériens et leur dire, voilà, j'ai tel projet. Parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent, qui ont des super idées en tête ou des budgets, des projets, mais qui en parlent à personne. Et qui font leur truc tête baissée, et qui au final se mangent des murs, et se voient extrêmement frustrés, sont dégoûtés, voire même repartent. Tu vois, ils te disent non, Anal Bled, Qalqouni, ils m'ont fait des barrières dans ci, dans ça. Alors que des fois, le simple fait de concerter, tu vas avoir des gens que tu connais, tu vas dire, écoute, voilà, c'est ça mon projet, qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi les erreurs que je dois pas faire, par exemple avec un propriétaire, est-ce que je dois être sur place, est-ce que je dois visiter, si je veux acheter un appart par exemple, est-ce qu'il faut que je le voie avant, est-ce que je peux faire confiance à une personne sur place, et ça je trouve c'est beaucoup négligé aujourd'hui de revenir aux gens qui sont sur place en fait, et de pas se dire que je suis capable de tout faire et je fais tout. Non, il y a des gens qui sont sur place, ils ont de l'expérience, ils savent comment ça marche. Et ils peuvent te donner des raccourcis en fait, qui vont te faire gagner du temps et de l'argent, tout simplement. Il y a des lois, Khaled, qui protègent les fonds de commerce ou pas si j'ai un restaurant, est-ce que mon propriétaire peut me dire bah non, je te renouvelle pas alors que moi, j'emploie 20 personnes? D'accord. Il n'y en a plus maintenant. Ok. Avant, ça existait, mais plus maintenant. D'accord. Donc maintenant, c'est le capitalisme. Voilà. C'est fini. Fini le socialisme. Avant, ça existait, mais maintenant, non, il n'y a pas le fonds de commerce. Mais aussi, je te rajoute un truc. Quand tu vois du loco, voilà, tu dis ok, je connais quelqu'un, va voir quelqu'un, dis-lui de ma part, il te règle le problème directement. Ça aide de se dire je vais parler aux gens, je vais demander à des amis et tout ça, pas avoir honte en fait, ne pas avoir honte à demander conseil. C'est vrai. Mais regarde, moi après 10 ans, sur certains trucs, je vais voir des amis et tout ça, je me pose, je dis écoute, voilà, j'aimerais faire ça, qu'est-ce que t'en penses, et des fois tu vas juste avoir un feedback, parce que toi tu as la tête dans le guidon. Tu vois, et donc tu vois plus la chose de la même manière. Tu vas voir un gars, tu dis voilà, j'ai tel projet en tête, t'en penses quoi? Il va te dire ouais, mais n'oublie pas de penser à ça, à ça. Puis attention, moi j'ai un ami qui a fait le même projet, bizarrement, et il s'est cassé la gueule parce qu'en fait il n'a pas respecté tel et tel process. Et des fois, le simple fait de faire cette étape-là, ça te fait gagner un temps fou. Ouais. Et en fait, moi, alors je dis pas que c'est justifié, mais comment je me l'explique, ce réflexe de se recroqueviller un petit peu et de pas échanger, c'est aussi la peur on va me piquer, la fameuse peur on va me piquer mon idée. Alors très souvent, c'est excessif. Donc ça c'est pas propre à l'Algérie, d'ailleurs, on peut le voir un peu partout. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et moi, personnellement, j'ai vu quand même qu'il y a un effet de mimétisme assez fort. Ça veut dire que quand quelqu'un va lancer un concept, il va y avoir quand même une tendance assez rapide pour que d'autres... pour copier. Surtout certains domaines, c'est très flagrant. Et des effets de mode un peu qui... quelqu'un commence, il y en a 3-4 d'un coup qui... Ça y est, c'est l'effet de mode. Et après, dès que ça en parle moins, l'effet de mode part... Qu'est-ce que vous en pensez? L'effet tacos. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. T'as eu ça, dans ton domaine? Dans mon domaine, oui, il y a eu un peu ça. Il y a eu un peu ça. Bon, quand on s'est lancé dans l'éclairage en 2017, effectivement, 2 ans plus tard, il y avait plusieurs, on va dire, Sahab el-Bekiyet, des mecs assez friqués, voilà, qui se sont dit, bah tiens, attends, il y a peut-être un créneau là, moi aussi, ça n'a pas l'air compliqué et tout. Bon, ils se cassent la figure au bout d'un moment parce que c'est pas si simple que ça, il faut de l'expertise derrière, machin et tout. Mais bon, effectivement, il y a ce phénomène-là. Et après, oui, effectivement, quand on partage son idée, il y a un risque de
le message, c'est tiens, j'ai senti un truc, machin, etc. Donc les gens vont dire ah ouais, s'il a senti, moi je peux le faire et tout et tout. Mais bon, après, voilà. C'est le risque, effectivement. Après, en parler autour de soi, moi je suis un peu comme chez Aleph, j'aime bien partager. En parler autour de soi, ça permet aussi d'avoir des feedbacks de visions différentes. Qui vont peut-être allumer des warnings pour nous dire attention, ça peut être un point dangereux, ça peut être un point dangereux, etc. Oui. Après, ne pas demander conseil, c'est s'enfermer dans son idée, avec son envie, son enthousiasme de ça va marcher, il n'y a pas de problème, et puis voilà. D'autant plus que de toute façon, quand tu vas lancer ton business, les gens, le but du jeu, c'est qu'ils soient au courant. Donc si ça doit être copié, ça sera copié. Et au final, en fait, tu perds beaucoup plus que tu ne gagnes à ne rien dire. Parce que tu perds les conseils qu'on pourrait te donner, les contacts qu'on pourrait t'échanger. Et le fait qu'on te copie, de toute façon, si tu n'as pas copié un mois avant, on te copiera après, un mois après. C'est ça, mais après, ça dépend la difficulté du process ou du marché ou du projet. Ça diffère. Et voilà, on peut copier un fabricant, mais je dirais que ça va durer 1 an, 2 ans maximum. Si quelqu'un n'est pas vraiment technicien ou n'est pas du domaine, il va se casser, directement. C'est ça. Mais après, faire tout ça en cachette et tout, voilà, c'est un risque aussi. C'est un risque. Après, tu as des concurrents, c'est là. Moi, j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de concurrents, ça donne le challenge, ça donne il y avait une expression qui disait si t'es copié, c'est que tu as réussi. Donc, quelque part. Après, il y a aussi un credo plus profond dans ça, c'est de se souvenir aussi que la subsistance, elle va pas nous éviter en fait. On a un mektoub, on sait qu'on va avoir notre subsistance, peu importe. Qu'on soit copié ou pas, que le projet fonctionne ou pas, que ce soit un échec ou pas, alhamdoulilah. Et nous, on sait très bien que tout est écrit et qu'à la fin, on fait des causes. Ces causes-là, si elles fonctionnent, c'est très bien, mais si elles ne fonctionnent pas, alhamdoulilah, la vie continue. Donc, il ne faut pas trop non plus être parano sur ça, j'ai l'idée du siècle. Et voilà, des gens, ils viennent te voir, ils pensent avoir l'idée du siècle. Et après, tu le regardes, tu lui dis, mais en fait... tu veux refaire Amazon, là. Mais c'est pas comme ça, en fait. Ce ne sera pas aussi simple, tu vois. Mais après, il faut rajouter un truc, c'est que vous pensez qu'une seule personne peut comment dirais-je, c'est qu'une seule personne peut alimenter tout le marché algérien. C'est clair. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et après, nous, je pense qu'il y a un petit souci, c'est que tous les gens se focusent seulement sur l'Algérie. Ils ne regardent pas à l'extérieur. Ils ne regardent pas l'Afrique. Comme Miloud, ils vont en France, ils vont en Europe. Moi, ça me fait plaisir. Moi, sincèrement, c'est que une fois, j'étais en Allemagne, j'ai vu des produits algériens dans un supermarché. Ça m'a fait plaisir. Mais là, c'est que c'est un truc, on doit savoir comment exporter. On n'a pas vraiment cette culture, c'est que comment exporter. On sait comment importer, mais comment exporter, ça commence à se faire. Et c'est un truc qu'on doit se focuser sur ça. Voilà. Bon, après, Khaled, moi, je pense que la raison, et moi, je le vis aussi, c'est qu'en fait, nous, on exporte France-Tunisie, mais c'est rien par rapport à ce qu'on vend en Algérie. Et en fait, le marché algérien, il est tellement demandeur que, et c'est tellement, enfin, c'est pas compliqué d'exporter, c'est vraiment facilité ici en Algérie. Le problème, c'est que ça demande de l'effort, ça demande 10 fois plus d'efforts que de vendre en Algérie. Voilà, que de vendre en Algérie. En Algérie, c'est très simple. Je produis mon truc, il part à 100 km, il est vendu, payé cash, j'encaisse le lendemain, terminé. C'est réglé. Quand je vais vendre en France ou quand je vais vendre en Tunisie, je vais envoyer, machin, le transport et tout. Quand il va l'avoir sur place, là, je vais recevoir mon paiement de la banque. Si c'est pas des paiements différés avec des LC, des lettres de crédit à, je sais pas, 30 ou 60 jours, etc. Bon, c'est bien parce qu'on reçoit de la devise, d'accord, derrière. Mais tout cet effort pour vendre, 3%, 2% de ce qu'on vend en Algérie, en fait, tu te dis que finalement, laisse-moi d'abord adresser le marché algérien avant d'exporter. Tu veux dire que le marché il est tellement énorme il est énorme. Il est énormissime. Énorme. Je vais te donner un chiffre en toute transparence, tu vois, là je cache rien. Nous, on est en capacité de production entre 5 et 6 millions de lampes annuelles quand on est à fond la caisse. D'accord ? Le marché algérien, c'est peut-être une idée de business que je vais donner aux gens. Le marché algérien, il consomme entre 60 et 70 millions de lampes.
Après, le marché français, il consomme 127 millions de lampes annuellement, tu vois. Donc, sur le marché algérien, même si j'écoule toute ma production, je couvrirai même pas 10% de ce qu'il y a ici. Mais vraiment, et quand je te dis 5 à 6 millions, c'est vraiment, j'ai mon usine qui travaille pleine bourre sur un shift et demi, quoi. Donc voilà, tu te dis que, ok, laisse-moi adresser le marché algérien et après, je verrai l'export. Mais c'est vrai que je rejoins aussi Khaled sur quelque chose, et effectivement, on pourrait se dire, pour avoir une stratégie qui est différente, se dire, non, tu sais quoi, nous on va travailler qu'à l'export. Parce qu'on est concurrentiel. En Tunisie, on n'est pas cher. Les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on vend à ce prix-là. En France, c'est pareil, on n'est pas cher. On pourrait se dire, voilà, on va être une société exportatrice maintenant. Ouais. Un peu le modèle des Chinois. Il y a des sociétés qui vendent rien sur le marché chinois. Ils exportent tout. Ils disent, nous, le marché chinois, c'est pas pour nous. Nous, on fait que de l'export. De se dire, voilà, on va se positionner comme ça. Par contre, en cost of sale, en coût opérationnel, ça va être élevé parce qu'on va devoir prendre des avions, aller en France, aller en Tunisie, entretenir nos machins, participer à des foires et tout, ça va être plus cher, mais c'est un modèle. Et pourquoi pas en Algérie ? L'énergie est pas chère, la main-d'œuvre est pas chère. Il y a un tissu de sous-traitants qui commence à se mettre en place. Donc, ouais, ça peut être un business model, en fait. Ouais. Voilà, donc là, je viens de donner 2 idées comme ça, quoi. Intéressant le feedback. Et on va avancer un petit peu dans la chronologie du jeune créateur qui veut se lancer sa boîte en Algérie. L'étape suivante et on entend beaucoup de vérités, rumeurs, légendes ou autres sur la fameuse administration algérienne. Alors, est-ce que le fait d'avoir un comptable peut nous permettre de vraiment, en déléguant auprès du comptable, de se soulager entièrement de toute cette lourdeur administrative, ou est-ce qu'on peut s'en passer et faire pas mal de choses de soi-même ? Alors moi, là c'est intéressant parce que nos 3 sociétés, je pense qu'elles ont des capacités différentes en termes de nombre d'employés et tout ça. Donc peut-être que toi, je pense que c'est toi qui as le plus d'employés aujourd'hui, ou bien Khaled, je sais pas. Oui. Ouais. Voilà, donc peut-être pour fort. Toi, en termes de compta, ça doit être à 6 millions d'ampoules, quoi. Alors moi, ce que je conseille, c'est vraiment... Alors, la difficulté, c'est quoi ? Moi, je trouve que administrativement, c'est très clair en Algérie, au fait. Le process, il faut juste le connaître. D'accord ? C'est très clair et on sait ce qu'on a à faire pour monter une société, pour payer ses impôts, pour machin, etc. Par contre, ça demande beaucoup de temps. C'est ça. Voilà. Et il est là le problème en réalité. Je vois énormément de personnes qui montent une boîte ici et qui veulent tout faire en fait. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas payer, machin, et qu'il ne fait pas confiance, etc. Moi, je pense que le plus simple, c'est de tout déléguer. En fait, déléguer avec un comptable au début peut-être extérieur, avant de recruter son propre comptable, son propre machin et tout, mais donner ça à un comptable qu'on va payer annuellement pour faire tout ce qui est déclaration, TVA, machin et tout, et puis déléguer aussi la mise en place de la société, la documentation, tout ce qui est registre de commerce, tout ce qui est registre de commerce avec les déclarations aux impôts, machin, NIF, etc. Donner ça à des sociétés qui font, eux, de la domiciliation, pourquoi pas, ou qui vont gérer toutes ces tâches-là pour pas grand-chose. Hein. C'est ça. Ça coûte, je dirais, mettre en place sa société, ça coûte, je sais pas, entre 30 et 50 000 dinars. Quoi. La délégation, c'est ça. 40 000 dinars, voilà, 40 000 dinars. Donc on est en train de parler de moins de 200 euros pour ne pas perdre de temps, se focaliser sur son truc et ensuite outsourcer avec un comptable. Pourquoi ? J'ai vu des gens qui venaient de France, qui avaient leur société ici, qui remplissaient leur G50. Alors c'est les déclarations de TVA là. Mais donne ça à un comptable, ça ne coûte rien du tout. Et on le sait à ta tête. Et d'autant plus que sur les déclarations de G50, il faut être malin. C'est-à-dire que jouer avec, entre guillemets, d'ailleurs, si les impôts nous regardent, on vous salue, jouer avec les factures pour avoir une facture qui va être déclarée dans le bon mois, de manière à ce que le crédit TVA soit optimisé, etc. Bon, c'est pas illégal de faire ça, mais c'est juste reporter ses paiements de TVA dans les bons mois, etc. pour améliorer sa trésorerie. Donc tout ça, c'est un comptable qui va le gérer. Donc vraiment, le gros conseil, quand quelqu'un commence, outsource tout et te casse pas la tête, focus-toi sur ton business et ce que tu dois faire tous les jours. C'est un métier, la comptabilité. Bien sûr. Pour rien. Ouais, mais t'as dit texto là où je voulais en venir, en fait. C'est pour ça que je prenais de déléguer, de faire appel à des services d'avocats, de comptables et d'autres qui vont venir après. C'est qu'en fait,
en fait, en Algérie, souvent, on va voir, il y a une certaine lourdeur, une pénibilité, non pas dans le système, mais comme tu as dit, parfois à aller sur place, ainsi de suite, surtout quand on ne s'y connaît pas. Mais à côté de ça, on a la possibilité de faire appel à solliciter ces services qui ne sont pas extrêmement excessifs comparé à ce qu'on peut voir en Europe. Je donne un exemple simple qui n'a rien à voir avec le business, mais que j'ai mis 1 an pour le comprendre. C'est quand j'avais ma mère qui était là, il y a un an avec le business, mais en fait, c'est exactement la même chose. Et elle se déplace pas en voiture, il n'y a pas beaucoup de commerce juste à côté de son logement. Donc, il fallait faire les courses. Et donc, à chaque fois, je faisais des calculs, comment faire pour venir le matin ou le soir, ainsi de suite, pour leur ramener les courses. Et ça me prenait la tête, parce que bon, parfois, tu rentres, tu as les bouchons. Et c'est qu'un an plus tard, qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il suffisait de payer le SS en bas, tu vois, qui était là, lui, à travailler ici, tu vois. Hein, il attend que ça. Il attend que ça, tu vois. Ce qui ne te coûtait pas grand-chose, parce que de toute façon, lui, déjà, il travaille, il est payé, ainsi de suite. Il y allait pendant la pause déjeuner. Pour 20 000, il était aux oranges. Il faisait des courses. 20 000, 2000 dinars, tu veux dire? Je veux dire 20 000 par mois. Mais sinon, c'était à la course. C'est ça, tu pouvais avoir pour 1000, effectivement. Voilà, dinars. Donc, au mois, ça aurait fait à peu près 20 000. Et il faisait les courses à la demande. Et problème réglé. Ça faisait même pas 100 euros. Et alors que moi, pendant les fois où je le faisais, ça me prenait la tête. Alors que la solution était sous mon nez, tu vois. Et en fait, cet exemple-là, c'est juste un exemple de la vie courante qui peut être appliqué dans son business et qu'il faut absolument Après, moi, par rapport à la clarté de l'administration, j'ai encore du mal aujourd'hui. Pour moi, il y a encore beaucoup de choses que je trouve c'est un peu plus super clair. Par exemple, dans certains process. Je te donne un exemple. Nous, là, on est en cours de demande et d'obtention d'agrément pour faire de la formation professionnelle. Il y a un process qui est très très dur à trouver. Moi, j'avais mis une journée pour trouver l'endroit où je devais aller, en fait, pour récolter les informations, pour pouvoir faire un dossier. Et quand j'ai obtenu le dossier, tu te rappelles, j'avais même discuté avec toi quand tu étais venu et tout ça, je t'avais posé certaines questions et tout. Ces questions-là, elles sont toujours pas réglées. Et il y a certains points, par exemple, dans le dossier qui sont incompréhensibles encore pour moi. Donc, il y a encore un petit manque de clarté dans l'administration. Si quelqu'un peut venir dans son parcours, il peut tout déléguer, sérieusement, il faut le faire. Maintenant, si quelqu'un il n'a pas forcément les moyens ou il aime mettre la main à la pâte, c'est bien aussi de savoir quelques démarches. Pas forcément tout faire, se prendre la tête, aller 4 fois au registre du commerce. Je pense que c'est surtout les questions de déplacement, ainsi de suite. Déjà, tout ça, c'est le déplacement. Déjà, ça, il faut le déléguer, ça. Ouais, c'est clair. Le déplacement, celui qui veut développer son business, il faut absolument qu'il délègue les déplacements. Parce que les déplacements, ça te mange ton temps. Généralement, tu fais 1-2 trucs par Alger, sur Alger quand tu te déplaces dans la journée. Encore si tu as la chance d'avoir une moto, ça va. C'est le l'écart. Mais en voiture, tu fais 1 ou 2 choses. Khaled, quel est ton avis, toi, sur l'administration? Moi, personnellement, j'ai un comptable externe. J'ai un comptable externe et une personne qui fait que de la paperasse. Voilà. Personne en externe qui fait de la paperasse? Non, externe, le comptable, il est externe. Ouais, en interne, t'es quelqu'un. Mais une personne, c'est mon frère qui mon frère qui prend tout ce qui est paperasse et tout, voilà, parce que moi, avec la paperasse, c'est dur. Donc, non, j'aime pas. Donc, t'as un frère qui est très patient, alors. Ouais, ça va. Non, à déléguer aussi, l'autre avantage, hormis le fait d'économiser les déplacements, c'est que la personne qui va gérer ça, en général, elle a l'habitude de le faire. Donc, en fait, elle va nous faire gagner du temps. Quand elle va au CNRC pour le registre de commerce, donc, elle va aller là-bas. C'est exactement ce qui va être accepté, en fait. Et s'il y a des papiers qui manquent, etc. Donc, quand elle va y aller, en plus, elle a l'habitude d'y aller, donc elle connaît les gens là-bas, donc elle passe plus vite. Elle arrive à obtenir le ticket numéro 17, même en arrivant à 11h30. et donc, ça va accélérer aussi la procédure, quoi. Mais ça, c'est super important de bien le préciser, parce que, comme tu disais, si tu arrives et que tu restes avec le logiciel Europe et que tu dis tiens, je vais tout faire moi-même, c'est compliqué. C'est mort dans le film. Il y a un petit truc aussi qui est important de préciser pour les gens qui souhaiteraient venir ou qui sont déjà là depuis peu, en tout cas, on va dire 2024 ou qui se projettent sur 2025. L'Algérie d'aujourd'hui, de manière administrative et digitale, n'a rien à voir avec l'Algérie de 2014, quand moi je suis arrivé. En 2014, l'administration,
ça pouvait être un vrai parcours du combattant. Ne serait-ce que retirer un extrait de naissance où il fallait le faire absolument dans sa wilaya, etc. Alors qu'aujourd'hui, tu peux retirer des documents même en ligne. Tu as des demandes de documents officiels que tu peux faire en ligne. Et ça, il y a 10 ans, ce n'était pas du tout le cas. Impensable. Donc ceux qui viennent aujourd'hui, alhamdoulilah, ils sont dans un avantage qu'il faut considérer aussi, qu'il faut savoir apprécier. C'est-à-dire, tu as des gens qui vont venir aujourd'hui qui vont dire « mais attends, encore... moi, je suis dans mon logiciel Dubaï, Koweït, States, Chine, c'est pas comme ça. Il faut prendre en compte aussi l'histoire, la chronologie. Il y a un avancement, il y a une sacrée progression qui est faite. Il faut la prendre en compte. Il ne faut pas arriver et se dire ouais, tout est nul, tout est à refaire. Non, il y a 10 ans, ce n'était pas du tout comme ça. Il y a un grand pas qui a été fait en avant et ça, il faut le garder en tête. Même pour que quand tu arrives ici, tu sois un peu plus à même de patienter par rapport à tout ça. C'est important de se dire, ok, il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Les gens, ils voient quand même qu'il y a une différence. Donc aujourd'hui, voilà, tranquille, j'y vais mollo. Moi, quand j'ai une galère comme ça, quand j'en ai marre, etc., il y a un truc qui me motive tout le temps, c'est de se dire, ah ouais, mais s'il n'y avait pas ces difficultés, il y aurait beaucoup plus de concurrence, ça serait compliqué. Donc ça, c'est des barrières à l'entrée. Et moi, personnellement, le fait que ce soit compliqué de faire tout ça et tout, et que ça décourage beaucoup de monde, eh ben moi, parfois, ça me fait plaisir. Tu vois, je me dis que c'est les plus patients qui vont arriver à rentrer, à faire du business. C'est ça. Donc c'est une barrière concurrentielle. Ouais. Moi, j'ai connu des marchés où, quand tu mets un appel d'offres, tu es 67 pour des petites valeurs. Là, aujourd'hui, sur des gros appels d'offres, on est 3. Tu sais exactement ce que fait la concurrence, tu sais comment elle se positionne. Donc, ces barrières à l'entrée, moi, je trouve que c'est quelque chose de très positif quand on veut entreprendre en Algérie. Oui, absolument. Alors, une autre grande barrière à l'entrée, donc on a parlé de l'administration, c'est les importations. Pareil, question naïve, est-ce qu'on peut passer par un très bon transitaire s'il y en a, est-ce que ça règle tous les problèmes? On va faire un podcast spécial pour ça. Podcast n'importe où. Et je ne sais pas si tu as choisi l'endroit qui est juste à côté de la direction générale des douanes. Voilà. Est-ce que, comment on peut faciliter les choses pour celui qui veut importer, non pas pour faire de l'achat-revente, mais voilà, de l'importation nécessaire? Pour moi, je fais de l'importation, mais pour la production. C'est ça. Et j'ai un transitaire, tout est... Pareil, tu délègues à tout transitaire ou tu gères une partie? C'est transitaire direct. Je lui donne juste les papiers et tout. Moi, je ramène de la banque, je lui donne les papiers, puis c'est bon. Voilà. Après, c'est une semaine, j'aurai directement la marchandise. Mais produit fini, je pense que c'est compliqué. Revente en état, c'est très, très compliqué. Non, et tant mieux. On n'en veut pas, tant mieux que ça pousse la production locale, tant mieux. Parfois, je ramène les pompes, parfois, je ramène les accessoires et tout. Et là, je fais le montage. D'accord, Non, les matières premières, c'est normal. Quel est ton avis, Milou? Alors, mon avis, moi, je suis comme Khaled, d'accord. Donc, j'importe des intrants à la production. Donc, pas de problème là-dessus, c'est pas compliqué. Faut avoir un bon transitaire, vraiment un bon transitaire qui est à la fois intègre, qui est impliqué et qui considère que cette marchandise est la sienne en fait, tu vois, et qui va se battre pour la sortir le plus rapidement possible. Et il y en a, il y en a des très bons. Moi, j'en ai connu des très mauvais, des moyens, des machins. Maintenant, je suis avec quelqu'un qui est vraiment depuis maintenant 2 ans, je crois, impeccable. Comme dit Khaled, on lui donne les documents, il gère tout, il sort la marchandise, etc., etc. Après, je dirais que sur les départs, sur le début, quand la composante importation, elle est importante dans le business en question. Par exemple, quand on fait de la production et qu'on doit avoir des intrants de l'extérieur et quand ces intrants n'arrivent pas, on est bloqué en production et donc on a des employés à payer sans qu'ils travaillent. Ça m'est arrivé aussi. Je pense que ce qui est bien, c'est de se faire conseiller, encore une fois. Il y a des bureaux de conseil là-dessus, ne serait-ce que 1 à 2 semaines pour essayer de bien déterminer comment est-ce qu'on va gérer en fait l'importation de ces intrants pour payer le moins possible, d'accord, parce qu'il y a plein de techniques, machin et tout, pour payer le moins possible et avoir ça le plus rapidement possible et sans problème. Que faire en cas de contentieux, en cas de problème avec les douanes, etc. Donc se faire accompagner là-dessus, je trouve aussi que c'est vachement important, quoi. Ne serait-ce qu'au début pour se familiariser avec les process d'importation parce que ils sont pas compliqués. Par contre, il faut bien les connaître parce que quand on se plante, c'est fatal.
C'est-à-dire que ça bloque complètement. C'est pas que ça bloque, en fait. Hein. En fait, il ne faut pas se dire que ça bloque si vous n'importez pas d'armes, de munitions ou de drogue. Hein. Si on ne touche pas à ce qui est interdit, le pire ce qui peut arriver, et ça, il faut bien se le garder en tête, parce qu'en général, les inspecteurs des douanes, ils essayent de faire croire que tout va être bloqué, que ça va être compliqué pour toi, etc., d'accord, pour certaines raisons. Ce qui est important, c'est de savoir que si je me trompe, si je fais une erreur, d'accord, en général, ça va être une erreur minime, les mauvaises quantités sont déclarées, etc. Il y a un process en douane, ça s'appelle le contentieux douanier. Il y a une amende à payer qui dépend d'une machin, etc. Donc, c'est notre droit de dire, attends, ah oui, je me suis planté sur ça, c'est pas la bonne marchandise, il y a le mauvais décompte, bah écoutez, faites-moi un contentieux. Et je sors ça, je paye l'amende, etc. Et maintenant, d'autant plus que le système des douanes a un peu changé, c'est beaucoup plus informatisé. Donc, c'est beaucoup plus suivi en interne, etc. Il y a des délais, c'est 8 jours à partir de la déclaration pour soit passer en contentieux, soit dédouaner. Donc maintenant, ce délai, il est beaucoup plus sous les radars des cadres de la douane, en fait, qui vont suivre ça. Et puis, on peut tracer tout ça facilement. Donc, il y a un peu plus de sérieux, on va dire, dans les douanes. Donc ça, c'est pas un souci quand on est bien accompagné. Et puis, un autre truc que j'ai déjà dit, mais qui est hyper important, c'est qu'en fait, au niveau des douanes, tout est clair. Hein. Il y a une loi, le douanier, comme tout le monde, doit la respecter. Donc, c'est pas arbitraire, c'est pas république bananière où le douanier fait ce qu'il veut, etc. Il y a des lois, il est tenu de les respecter, et puis il les respecte, voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir si on suit la loi. Ouais. Ça s'est amélioré l'importation, justement, le process là, à part juste l'information. Ça fait combien de temps? 2017, toi? 2017, ouais. Tu sens qu'en 2024, c'est différent par rapport à je sens que c'est différent, mais en même temps, j'ai changé plus de 2-3 fois de transitaire. Transitaire, parfois, c'est le transitaire qui. repose dans les mains du transitaire. Moi aussi, j'ai eu la même chose. C'était le transitaire qui. Je sais pas ce qu'il a fait. C'était un truc de déclaration, mais là, je suis sur un très bon transitaire. Avant que je ramène le dossier, avant que je fasse l'importation, je lui donne le dossier. Il me donne les codes et tout. Voilà. Il prépare tout. Et après, c'est vraiment. On parle d'une semaine, hein, vraiment une semaine. C'est top, ça. Ça allège beaucoup. D'accord. Quelque chose à ajouter par rapport à l'importation Non, ça va. C'est qu'on a. Et la question qu'il te posait, c'était est-ce que quand même, malgré la qualité du transitaire, il y a quand même une. Parce que toi, tu disais que ça s'est pas mal numérisé. Tu vois quand même une simplification des process par rapport depuis à l'importation. Ouais, moi je vois une amélioration, mais après c'est vrai qu'entre mon mindset au début et maintenant, je suis beaucoup plus familiarisé avec les process de dédouanement, etc. Donc on arrive à mieux cadrer les transitaires, on a défini des process de dédouanement, etc. Donc nous aussi, on a pris en efficacité. Après, je pense qu'effectivement, ça s'est amélioré, que ce soit au niveau de l'organisation des douanes. Il y a eu plusieurs changements qui ont permis d'optimiser un peu tout ça. Mais je ne saurais pas dire comme ça que il y a un gros changement depuis 2017. Quoi. D'accord. Autre grande problématique, c'est la gestion donc de l'argent, de l'envoi, de la réception. Comment vous vous y prenez pour transfert d'argent tout simplement qui vient de l'étranger en tant qu'investisseur, par exemple, quelque chose de très concret. Je veux investir dans une boîte, je dois transférer de l'argent, donc en entrée en Algérie, éventuellement en sortie, même si je sais que c'est compliqué de sortir. Comment concrètement, quels sont les conseils que vous donnerez par rapport à ça? Square. Il y a deux options. On va parler franchement. Alors la première option, c'est les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Quand on veut investir en Algérie, on peut soit investir en tant que, on va dire, avec de la devise, d'accord. Donc investir en euros par exemple, si on a des euros. Donc faire un transfert d'euros sur une banque algérienne, sur un compte devise, oui, pour le capital de la société. Contrairement à ce qu'on croit, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. En quelques jours. L'inconvénient de ça, c'est que l'euro va être changé en dinars avec le taux de la banque. D'accord. Donc qui est moins intéressant que le taux du marché parallèle. D'accord. En revanche, l'avantage, c'est qu'on peut être, on va dire, en investissant des devises, on peut rapatrier des dividendes en devises. Donc, j'ai investi 100 000 euros.
qui représente, je ne sais pas, 60% du capital, par exemple, et ben 60% des dividendes vont être payables en euros. D'accord ? Donc ça, c'est en tant qu'investisseur, on va dire, entre guillemets, étranger. Okay ? Après, il y a l'investisseur local qui, lui, il fait ce qu'il veut, il fait un tour de magie, il change ses euros en dinars comme il veut. Et ensuite, il investit en dinars. Mais là, ces dividendes, l'inconvénient, c'est que ces dividendes pourront être seulement en dinars. Voilà. Quelles sont les problématiques que vous voyez par rapport à Moi, j'ai pas transfert? forcément ce genre de problématique. Ouais. Même si dans le centre de langue, on a pas mal d'étudiants étrangers, on a des structures qui sont en France pour recevoir des paiements étrangers et une structure en Algérie pour recevoir les paiements en dinars. Donc, j'ai pas forcément cette grosse problématique de devoir rapatrier ou ramener des devises. Du coup, si tu as des clients qui sont étrangers, tu fais comment pour le coup? Parce que tu peux avoir des clients directement avec une société en France. Ouais, donc tu es obligé de maintenir deux structures du coup. Ouais, c'est ça. Ou un partenaire. Ou un partenaire sur place. Donc, tu as un partenaire à l'étranger qui va s'occuper justement de réceptionner ça pour toi. Et après, c'est du gagnant-gagnant. Ouais. Donc, il n'y a pas forcément de solution idéale. Il faut savoir à un certain moment faire des compromis. Mais comme là, tu as deux solutions, voilà. Chacune, elle va avoir des avantages et des inconvénients. Puis après, tu choisis ce qui, pour toi, est le moindre mal. Ouais. Mais tu peux recevoir tes paiements de clients étrangers sur un compte devise algérien. Ouais, tu pourras. Donc ça, c'est très simple, au fait. Ouais, donc c'est très simple, hein, parce que bien évidemment, en Algérie, quand quelqu'un veut payer en devise, marhaba, c'est facile. Tiens, le numéro, machin, transfert sur ce compte, c'est un compte algérien. Mais ça, beaucoup ne le savent pas, parce que tu peux pas faire entrer de l'euro. Il n'y a pas de pays qui ne demande que ça. On ne demande que de l'euro, de la devise, etc. Donc c'est assez simple. Moi, mes clients étrangers, Tunisie, France, quand ils payent, ils font des transferts directs, ça tombe sous 2-3 jours, j'ai l'argent en euros sur le compte devise. Quoi. La Hikaya, elle est dans le taux, dans le taux du change parallèle. Il y a la grande différence qui fait que les gens ils peuvent vite. Mais après, comme il a dit, un des avantages, c'est qu'après, tu pourras remonter une partie de tes dividendes en euros. Et tu peux sortir une partie en devise aussi. Hein. Dans ce cas-là dans ce cas-là, quand tu reçois de l'argent sur ton compte devise. Quoi. Ouais. Khaled, toi, comment tu gères ça? C'est des clients étrangers? Pour le moment, je n'ai pas de clients étrangers. D'accord, donc c'est tout en interne. Tout est en dinar. En dinar. D'accord. Bon, en tout cas, là, déjà, sur cette première partie, très clairement, ce qui ressort, c'est que si on sollicite les services de professionnels qui ne sont pas forcément exorbitants, clairement, on augmente la probabilité de réussite en Algérie. Clairement. Que ce soit le comptable, l'avocat, ainsi de suite. Et si on n'a pas les moyens de payer ces services-là, à ce moment-là, il ne faut pas faire de business en Algérie parce qu'il faut bien évidemment un capital, un fonds de roulement. Et ça, pour moi, c'est vraiment, ça fait partie du minimum. C'est la base. On ne peut pas dire, j'ai envie de lancer un business en Algérie. Ah ouais, le registre de commerce, combien ça coûte? Ça coûte 20 000 dinars. Ah non, j'ai pas encore les moyens. Quoi. Tu vois, c'est tout à fait d'accord. Il faut arriver avec un budget. Il faut être cohérent. Quoi. Et pour parler de business plan après, comme tu parlais tout à l'heure. Voilà. Très bien, très bien. Alors toujours pour rester dans les grandes problématiques, tant qu'à faire, là cette fois-ci on va passer par la RH, les ressources humaines, à la fois par rapport au recrutement, à la fois par rapport au management, et comment motiver et maintenir les équipes de manière plus efficace possible. Tout à l'heure, Khaled, tu as parlé même d'avoir un consultant en RH qui peut accompagner. Est-ce que tu peux nous en dire plus et quels sont vos conseils là-dessus? Oui, bien sûr, parce qu'avant, je n'avais pas de vraiment structure. Parce que on travaillait. Après, par la suite, on s'est retrouvé avec plus de 30 employés. Et là, ça a commencé à faire des grands problèmes. Et par la suite... C'est-à-dire lesquels, par exemple? Parfois, il y a des qui ne viennent pas travailler, ils font des problèmes et tout. Voilà. Il y a des contrats, on ne les a pas bien signés, on ne les a pas bien traités et tout. Et après, j'ai vu un consultant externe, c'est un expert en consulting RH. Il travaille déjà depuis 25 ans, quelque chose comme ça. Et je suis parti directement, j'ai fait le RH en contact directement avec lui. J'ai assisté à 3 réunions. On a fait les points, après je les ai laissés ensemble. Comme ça, on a fait un très bon contrat, on a fait le règlement interne. Et tout, voilà, parce que le règlement interne il est très très important. Parce que là, c'est que si tu n'as pas un règlement interne, c'est que chacun d'eux fait à sa tête. Et voilà.
Pour être bien discipliné et tout, il faut vraiment faire des lois strictes et tout. Ben, on a des lois qu'on respecte, mais après, il faut faire les lois internes. Ouais. Voilà. Et là, j'ai vu le consultant externe. Ça nous a pris à peu près 3 semaines, 4 semaines. Après, on a fait toute la paperasse, on l'a déposé. Et après, là, on a tout, voilà. Ouais. Et si c'était pas ça, c'est qu'on aura beaucoup de problèmes par la suite. Il a fallu changer d'équipe ou tu as réussi à maintenir même les équipes existantes quand même. Parce que en général, c'est toujours difficile de revenir en arrière quand l'humain il s'est habitué à certaines habitudes. Parfois, on est obligé de changer l'équipe. C'est ça le problème, c'est que parfois tu as une équipe et cette équipe, c'est elle qui va te créer beaucoup de problèmes. C'est que la meilleure solution, c'est de changer carrément d'équipe. Et ça va être, la transition, ça va être vraiment difficile. C'est que tu es obligé d'être sur place tout le temps. Voilà, c'est de pratiquement faire la passation de consigne. Tu l'as fait toi-même. Tu l'as fait directement. Voilà, après tu dois suivre et tout. Ça te prend 2, 3 mois, 4 mois. Et c'est vraiment difficile. Je te dis, c'est un truc de... Et en fait, c'est pas qu'une problématique qu'on a au début. On pourrait croire que c'est au début qu'on a juste quelques employés, qu'on n'a pas suffisamment d'expérience et tout, alors que là, bon, toi, tu as eu beaucoup d'expérience locale et tu as eu encore plus de problèmes à arriver à 30. Plus de 9 et 10, ça commence à avoir beaucoup de problèmes. Là, tu es obligé de faire beaucoup de lois, beaucoup de restrictions. De structurer un maximum. De structurer, bien sûr, parce qu'il faut structurer. Parce que si chacun d'eux vient de parler ou bien bypass les autres, à quoi sert de faire une hiérarchie? Et c'est ça le problème, il est là. Et aussi, c'est qu'il faut prendre les choses au sérieux au départ. Il faut faire tout ça, tu as 2-3 mois, la partie création, tu fais tout, voilà. Même si tu as un nouveau recrue ou je sais pas, tu dis voilà le règlement. Voilà. Tu signes, ok, c'est bon, on continue. Mais là, moi, je l'ai fait à mi-chemin. À mi-chemin, c'est compliqué. À mi-chemin, parce qu'avant, je n'avais pas cette mentalité de faire les choses au départ, mais après c'est comme ça qu'on apprend. Parfois on grandit sans savoir. Grandit après, ok, maintenant j'ai 47, on est à 47, c'est un peu difficile de les gérer. Voilà, c'est très difficile. Milo, tu sais qu'il est du même avis. Quel est ton avis, justement? Moi, quand j'entends Khaled parler, j'ai l'impression qu'il a mis des caméras dans ma société, en fait, et qu'il sait exactement ce qui se passe en interne. Tout ce qu'il a dit, mais vraiment tout ce qu'il vient de dire, moi, ça s'applique exactement de la même façon à moi. C'est que là, en fait, il y a la société au départ, c'est pas la même que celle après une certaine évolution, etc. Donc au début, on attend une certaine chose des employés. Dans 5 ans, on attend autre chose parce qu'on a pris une autre dimension. Et également, quand on est un peu cool au début parce qu'il n'y a pas beaucoup d'employés et que ça gère facilement, et ben quand ça commence à être structuré, qu'on a des chefs, de machins, voilà, avec des départements maintenant, tu vois, il y a la finance, il y a le machin, il y a la production, il y a les commerciaux, il y a des machins. Et ben là, en fait, on se rend compte que, attends, moi, j'ai pas mis de règles au début, et maintenant, c'est un peu la fête, et moi, je peux pas être derrière tout le monde. Donc, effectivement, d'où l'importance du règlement intérieur qui va lui définir tout le fonctionnement, les sanctions en cas de retard, en cas d'absence, en cas de machin, etc. Et ce qui devient compliqué, comme il vient de dire exactement, c'est ensuite de faire appliquer ça. Et il faut le faire appliquer parce que sinon il ne sert à rien et qu'ensuite ça donne une équipe, une société pas du tout disciplinée. De le faire appliquer avec des gens qui n'ont pas l'habitude de venir en retard, de ne pas venir de temps en temps et tout. Donc effectivement, là, il y a un petit, une épuration qui va se faire. Et ensuite, tu pars. Et là, je pense que Khaled, il réussit exactement la même façon. T'as beaucoup plus un bras de fer. Voilà. Tu prends des nouvelles personnes en disant, alors lui, faut quand ils viennent, direct. Il rentre dans le moule. Attends, c'est trop. Là. Il te refait non. Ils vont ramener, le complot et tout. Le complot. Des fois, ils vont tester. Bon, je pense que c'est pas seulement ils vont tester les limites, voir. Attends, si je lui demande de prendre un congé le lendemain, enfin la veille pour le lendemain, est-ce qu'il va accepter? Est-ce que machin? Si j'arrive en retard 10 minutes, est-ce que c'est acceptable? D'accord. Et 15, et 20, et 30, et 1 heure. Et si je viens pas? Tu vois, c'est que des trucs comme ça à gérer. Et effectivement, le RH, moi, je pense que
l'idéal, hein, c'est d'avoir une personne RH qui va mettre en place des process pour s'assurer que tout le monde respecte le règlement intérieur et que tout le monde est efficace. Ouais, là, carrément avoir. Et toi, tout à l'heure, tu parlais du consultant externe. Aujourd'hui, vous avez une personne en interne qui gère ça? Bien sûr, j'ai le RH directement. C'est lui qui gère ça. Il gère tout ce qui est équipe et recrutement et tout, et loi. Mais ça reste difficile. Si c'était à refaire, vous démarrerez rapidement avec cette personne-là en interne, enfin en externe, sûr, bien mais sûr, en interne assez rapidement. Bien sûr. Donc, j'ai lancé une autre société, j'ai fait la même chose. J'ai pas refait les mêmes erreurs. Ouais, mais tu as recruté donc une personne dédiée à ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça directement. Là, je suis à l'aise parce que. Vous êtes combien sur cette structure-là? Combien on n'est pas beaucoup, on est 6 personnes. Ouais, mais c'est intéressant, ça veut dire moins de 10 personnes et tu as une personne. Parce que là, je veux pas refaire les mêmes erreurs. D'accord. Parce que je dis, voilà, parfois tu grandis et tu sais pas que tu es en train de grandir. Voilà, c'est que tu as besoin, tu recrutes 2, 3 par là, par-ci, voilà. Tu as beaucoup de projets et tout, tu recrutes. Et après, quand tu vois, voilà, j'ai 30 personnes, bon, comment ça se fait? Et là, c'est parce que pourquoi il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de chantiers, c'est que tu es dans l'urgence, tu dois recruter et tout. Et par la suite, il faut les gérer. Et après, le problème, on est en train de gérer les mentalités. Et c'est ça le problème, c'est que tu gères un problème, tu gères un produit, tu gères tout, ça va, la production et tout. Mais après, tu gères les mentalités, c'est vraiment difficile. Là, ça fatigue. Ouais, justement, vous allez me parler des problématiques au niveau mentalité. Juste avant ça, Charef, toi, sur une structure avec une taille un peu plus petite. La même chose. Tu vois, même problématique. Le regard en dit problématique. C'est chaud. Je suis là. Attends, laisse-moi ouvrir la canette. Non, vraiment, j'ai les mêmes problématiques. Le RH, c'est un défi, pas qu'en Algérie, de toute façon, c'est un défi mondial. Maintenant, même quand je parle à des clients, des partenaires étrangers, ils ont les mêmes problèmes. C'est une grosse problématique. C'est une grosse problématique. Il y a de la résistance au changement. Ouais. Quand tu commences avec une équipe, comme il a dit, tu es un peu plus cool, tu permets justement un peu plus de liberté pour que les gens aussi se sentent à l'aise et perdurent avec toi. Et le jour où tu dois ramener des règles, des process qui sont un peu plus stricts, bah forcément, il y a de la résistance. Donc c'est bien quand tu as des nouveaux, parce que le nouveau, il arrive tout de suite dans un moule, en fait. Il se dit tout de suite, OK, j'ai telle et telle règle. Donc il va être beaucoup plus procédurier que quelqu'un qui te suit depuis 3-4 ans et qui s'est habitué dès le début à une certaine manière de faire. Et là, pour lui changer complètement le moule, là, c'est très difficile. Je vais être un peu dur. Est-ce que ça ne signifie pas que quand on lance sa boîte, on a une première équipe et quand on est en phase de développement, on doit en avoir une nouvelle? C'est possible. Je dirais qu'on a soit la première équipe qui s'adapte ou soit, effectivement, on en a une nouvelle si elle n'arrive pas à s'adapter. Mais de facto... au final, 80-90% du personnel est renouvelé ou pas? D'après ce que je comprends, j'ai l'impression que de toute façon, il y a la phase 1, dès que tu rentres dans la phase 2, développement et tout. Tu peux avoir un certain noyau, tu vois. Ouais, tu peux avoir ça t'arrive à maintenir un petit 20%. Un certain noyau qui va rester avec toi, qui va vraiment t'accompagner. Qui va parce que réussir à depuis le suivre. début, ils croient au projet, ils se sentent bien. Ils ont aussi cette liberté auquel tu n'as pas vraiment touché. Puis tu sais que c'est des éléments qui sont importants dans ton équipe. Donc même toi, tu y vas, c'est mollo. Mais moi, je sais que par exemple, j'ai eu énormément de changements. Et je ne pensais pas en arriver là. Surtout au lancement là, du centre, parce que nous, on travaille énormément online. Et là, quand j'ai fait une beaucoup plus grande structure, on s'est installé, on a pris 250 mètres carrés et tout ça. Ils sont où déjà à Belkhadem. Ouais. Okay. Là, j'ai vraiment senti un vrai défi RH. Et je me suis retrouvé à vraiment revoir certains procédés, à me remettre en question par rapport à la manière de manager, de me dire que même moi, il va falloir que je change ma méthode aussi de manager. Ce n'est pas que les salariés qui doivent s'adapter. Même nous, on doit s'adapter d'une certaine manière à l'évolution de l'entreprise. Si ta société se porte bien, même toi, au final, tu vas évoluer avec ta société. Il se peut que tu te retires, il se peut que tu t'intègres encore plus, il se peut que tu ramènes des personnes extérieures. Voilà, qui font face. Voilà, donc c'est un défi. Sérieusement, le RH, pour moi, en Algérie, c'est peut-être une des plus grosses problématiques. Parce qu'en plus des changements que peut subir ta société, donc dans l'évolution, tu as la mentalité. Et la mentalité, nous, on n'est pas là pour changer la mentalité. Donc après, toi, tu t'adaptes. Quelles est justement concrètement les caractéristiques de cette mentalité qui freine...
qui va freiner et que voilà. Et comment y remédier ou... Un des points, hein, je vais commencer, après je te laisse Miloud. Un des points pour moi, c'est peut-être le manque de frontières qu'on peut avoir entre le formel et l'informel, le perso et le pro. Ouais. Moi, je pense vraiment ce point-là, il est très compliqué, mais au début, toi, tu arrives peut-être avec un référentiel franco-français ou européen ou américain ou autre. Tu te dis, voilà, moi, ma société, je la vois comme ça va être comme ça. Moi, mes employés, je parle qu'avec eux du taf. Mais en fait, en face de toi, tu as une équipe qui ne fonctionne pas comme ça. Et tu as un pays qui ne fonctionne pas comme ça. Qui fait que du coup, il y a une certaine adaptation. Et la frontière, parfois, elle est très peu visible. Ouais. Et ça, je sais plus qui l'employeur qui paraît que l'employé, qui est l'employeur qui est l'employé, il y a des gros comme avantages, qui est le client, qui est le serveur. Il y a des super avantages. Il y a des scènes comme ça, je me dis, je sais même plus si c'est notre lab ou là, je sais pas. Ouais, des fois, tu demandes un café, t'as peur de. T'as peur de. La réaction. Des fois, ils t'écoutent pas, des fois. Il y a des avantages dans cette chose-là, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Donc après, c'est un défi. Pour moi, ça, la frontière pro-perso, très compliquée. Et la communication aussi. La communication en Algérie, elle est différente de la communication qu'on peut avoir en entreprise. La communication entreprise. Hein. Ouais. Dans une entreprise en Algérie, je trouve qu'elle est très différente de la communication qu'on peut avoir en Angleterre, par exemple, avec un cadre très distant. Le monde anglais, il est vraiment très distant, très froid, comme le pays, un peu, tu vois. En France, c'est aussi très hiérarchisé, c'est très formalisé, trop procédurier. Parfois même, tu sens que voilà, il y a que du blabla. Et ici, c'est encore différent. Ouais, c'est mixte. C'est un mixte. Un jour c'est distant, un jour c'est. Ça dépend de l'humeur. Quel est votre avis justement, parce que c'était la question après suivante, c'était quelles sont les grandes problématiques que vous voyez. Donc là, justement, on va rester déjà sur la mentalité. Comment tu vois justement cette problématique de mentalité, Khaled? Sincèrement, moi je dirais, un bout de 3-4 ans, tu as une équipe qui est formée et tout. Après, si tu veux faire le changement, ça va être vraiment difficile pour toi. C'est que là, c'est carrément un bras de fer. C'est que ça va être vraiment difficile de faire un changement. Et ça m'est arrivé, je pense, 2 fois dans ma carrière. Et c'était vraiment difficile de gérer ça. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et après, tu as une équipe, tu la formes, après, elle part. S'il y a des problèmes entre eux ou là, entre nous, là, ça change. On est obligé de changer l'équipe. Et si on change l'équipe, on a une nouvelle mentalité, on est obligé de la faire. On doit l'adapter. C'est les changements qui font, je dirais, les changements qui font beaucoup plus. Il y a 2 choses, c'est le changement et une équipe qui soit très ancienne, qui veut faire la loi et tout. C'est ça, c'est les 2 choses qui sont vraiment difficiles à gérer ici. Et c'est quoi, Khaled, dans le travail, tous les jours, les points où toi tu trouves que on va dire que c'est problématique en fait chez les employés? Je sais pas, est-ce qu'il y a un problème de motivation, est-ce qu'il y a un problème de rigueur, de machin? Sincèrement, ça dépend. C'est parfois ils sont motivés. Parfois, c'est une seule personne qui affecte le groupe. Parfois, une personne qui affecte le groupe, directement le groupe. Pratiquement c'est le leader, c'est lui qui gère l'équipe et tout. Mais parfois, ils sont bien motivés. Après, toi, tu te dis, voilà, c'est bon, je suis à l'aise demain. Je vais voir autre chose. Demain, tu rebelotes, tu revois les choses. C'est ça, c'est que je pense que c'est une personne qui doit être à jour, qui fait les rangs. Il y a beaucoup, comme a dit Sharaf, c'est que on doit communiquer entre nous. C'est qu'on doit voir le problème, on doit gérer le problème et aussi on doit traiter le problème. C'est ça le plus important, c'est qu'on doit traiter le problème et parfois on est obligé de prendre des décisions difficiles. Parfois, tu as des employés qui sont avec toi en 5, 6 ans, 8 ans en avant et tu es obligé de faire la séparation. Et c'est ça le risque. C'est là, et parfois, tu as un retour négatif et tout. Il faut gérer ça. C'est que il faut avoir un vrai mental. Et plus l'intermédiaire, comme tu disais tout à l'heure, avoir une personne qui est dédiée à ça, ça permet de faire une interface. Mais et de parfois, c'est la personne intermédiaire. Parfois, ça. Si la personne, je te donne un exemple, toi, tu es bien là, les employés, ils sont bien avec toi. La personne intermédiaire, ils ne s'entendent pas avec eux. Après, ils vont te faire beaucoup de problèmes. Et c'est ça, c'est que parfois, tu es obligé de gérer les mentalités. C'est que
Tu dois trouver la source, la source du problème et la traiter vraiment doucement. Après, si la personne qui est censée faire la RH ne s'entend pas avec l'équipe et tout... en général, ils ne s'entendent jamais. C'est pas le poste le plus... Non, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que... son rôle c'est de faire un peu tampon et que si il le fait pas, il sert plus son rôle. Enfin, voilà, qu'il soit à l'écoute et tout, que ça soit il annule son job. Enfin, je veux dire, c'est peut-être lui que je dois commencer par changer en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Parfois il faut prendre les décisions sévères. Voilà. L'humain c'est très dur à gérer. C'est extrêmement difficile. Il y a quelque chose en fait. C'est vachement intéressant ce que dit Khaled parce que Khaled, il a cette... comment dire culturellement, déjà, il connaît mieux la façon de penser, etc. Et nous, en fait, on est formaté. C'est un inconvénient. Hein. On est formaté un peu, tu vois, éducation professionnelle, interfarança, etc., etc. Donc, on attend des choses qui sont, en fait, pas adaptées à la culture locale, d'accord. Et en fait, c'est à nous de nous adapter, en fait. Parce que de toute façon, c'est ces employés-là qui ont raison de penser comme ça, c'est leur culture, et on doit le comprendre, on doit le... Et moi, j'ai un peu de mal avec ça. J'y arrive pas, j'y arrive difficilement. À t'adapter par rapport à la culture. Mais visiblement, là, dans ce que tu dis, Khaled, lui, il est 100% local, et il a également cette même problématique. Ouais, alors moi c'est différent, c'est pour ça que je posais la question. Moi les trucs que j'arrive pas à comprendre, en fait je les ai cadrés quoi. La première chose c'est le manque de rigueur, d'accord. Après encore une fois, quand tu as été formaté Europe machin où tout doit être carré et tout, tu as un niveau de rigueur en plus de formation ingénieur, donc c'est soit vrai, soit faux, soit blanc, soit noir, soit 1, soit 0. Donc, tu as réussi. En fait, quand tu vois que la personne qui s'occupe des finances, elle se trompe sur un montant, elle rajoute 1 million ou elle enlève 1 million, je me dis, mais c'est toi, attends, tu ne dois pas te tromper là-dessus, quoi. Et il y a ce genre de choses, par exemple. Mais bon, après, c'est à moi de me dire, OK, comment je vais coacher cette personne pour lui inculquer une rigueur. Ça va être la même chose pour la motivation, en fait. La motivation, comment motiver les personnes. Et des fois, il ne suffit de pas grand-chose, hein. Quelques primes à droite à gauche, des formations, etc. Ça, on peut les motiver. Ils sont aussi motivés, les motiver aussi pour participer au succès de l'entreprise, etc. Les féliciter, les machins. Ça, c'est important aussi. Mais le truc sur lequel c'est compliqué d'agir, c'est le manque d'ambition, en fait. Et ce manque d'ambition, en fait, il y a certaines personnes qui sont vachement contentes de venir, de s'asseoir, de faire le minimum, de prendre son salaire et de rentrer chez eux. Et on a beau essayer des fois de les motiver en disant voilà, alors toi j'ai un plan de carrière pour toi, je veux que tu fasses ça, l'année prochaine j'aimerais bien que tu fasses ça, ensuite que tu fasses ça, et je vais te ramener 2 personnes parce que là notre chiffre d'affaires il va augmenter dans 2 ans, etc., etc. Au lieu d'avoir des personnes qui vont dire tiens, je vais agir pour suivre ce truc-là, par contre ce que je demande de toi c'est que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour que tu évolues et que tu aies tous les outils en fait, pour apprendre ce poste. Et puis la personne en fait elle va pas suivre. Donc en fait tu vas lui dire bah non finalement tu vois j'avais prévu ça pour toi. On ne peut pas y arriver, je t'ai demandé des choses que tu n'es pas capable de faire encore. Et au fait, ça leur va très bien pour certains. Il y en a qui sont très ambitieux, attention. Même chez nous, il y en a qui ont évolué assez rapidement et tout. Mais la quasi-majorité, c'est ça me va très bien. Justement, c'est la question que je vais poser justement à Khaled. C'est comment motive-t-on son personnel concrètement et sur quel levier on va jouer pour qui va plus marcher en Algérie, sur lesquels ils vont être plus sensibles, que ce soit la motivation, l'implication avec des activités extra-professionnelles, je ne sais pas si ça marche, ou bien sur la commission, ou bien sur des primes, ou bien sur, je ne sais pas, sur quelle est la corde sensible qui marche. C'est les primes. C'est l'argent. C'est l'argent. Comme partout. Mais là, justement, ce que dit Miloud, quand il y a un plan de carrière avec une évolution professionnelle, c'est pas la première fois que j'entends. Non, l'épanouissement au travail, c'est hyper important. Voilà. Donc, après les primes. Après les primes. Voilà. Ça marche en fait, mais l'évolution sur du long terme, il ne faut pas non plus. Je pense qu'il ne faut pas se projeter sur trop long terme. Si je veux rebondir sur ce que tu dis. Se projeter avec un plan de carrière sur plusieurs années, tu vas évoluer à tel endroit. Ouais. Je pense qu'il faut être plus, c'est ce que dit un peu Khaled, c'est être plus dans du concret. Prime,
Là, à la fin du mois. Parle pas dans 2 ans, dans 3 ans. Alors, ça dépend des personnes. Effectivement, la majorité, c'est primes. Bon, un commercial, bien sûr, c'est les primes. Commercial, mais j'ai l'impression que c'est pas que le commercial, d'après ce que j'ai compris. Même production ou installation, c'est la même chose. Parfois, tu as des trucs, toi, tu dois les finir plus tôt, voilà, tu donnes des primes, voilà. Après, tu vas voir le changement direct. Direct. C'est vrai ou non? Non, après, il y a d'autres personnes qui, elles, sont plus dans l'évolution de carrière, avec, parce qu'elles se voient peut-être passer des paliers pour ensuite, éventuellement, si demain elle change de boîte, elle aura un plus gros poste, etc. Il y a vraiment des personnes qui veulent évoluer. L'épanouissement joue, et sous quelle forme? Moi, je pense que ça joue dans ta structure. C'est-à-dire à partir du moment où tu as un employé qui vient, qui se sent bien, déjà il a un cadre, un cadre qui est correct. Tu sais, entre travailler dans un garage, dans le froid, dans un atelier par exemple, sans lumière, et être dans des bureaux, par exemple comme à My Coaching où tu as une table de ping-pong. On va l'essayer. Je pense que ça peut avoir un effet positif supplémentaire, clairement. Une personne, quand elle se sent bien, elle sait qu'elle va passer une majeure partie de sa journée, donc de sa semaine, donc de sa vie au final au travail. Forcément, le cadre quotidien, il est important. À jouer au ping-pong, par exemple. Bon, une fois de temps en temps, mais le cadre, et tu as aussi comment ça se passe entre eux, en fait. Tu vois au quotidien comment ça se passe entre les employés, parce que quand tu es directeur, t'es pas non plus mélangé au quotidien avec tes employés, tu es fixé, on va dire, tu es concentré sur certaines tâches bien précises, soit de développement, soit de RH, soit d'administration, soit des problématiques à solutionner. Mais eux, entre eux, comment ils se sentent et qu'est-ce qu'ils recherchent. Après, tu es obligé de créer en fait un contact humain. Il faut savoir quelle personne, comment elle se projette, qu'est-ce qu'elle recherche. Comme il a dit Miloud, il y en a, ils ne cherchent pas à aller plus loin. Tu lui donnes tel salaire, ça lui va très bien, mais par contre, en contrepartie, tu n'en demandes pas des masses non plus. Et tu en as vraiment qui ont un plan de carrière, qui se projettent, qui veulent un CV, etc. Ça, c'est des profils des talents sur lesquels tu peux peut-être un peu plus jouer sur certains projets. Ouais. Ça joue le cadre et la communication. Comment tu communiques avec eux, parfois il faut fermer les yeux sur certains trucs. Ouais. Je pense qu'il faut beaucoup d'indulgence aussi. Et c'est là où il faut un équilibre entre trop d'indulgence. Quand je dis beaucoup d'indulgence par rapport à nous, avec la culture, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop... Moi, de ce que j'ai constaté, quand tu commences à être trop tatillon, ça passe pas. Il y a des choses qu'il faut laisser passer. Par exemple, moi, on me disait, j'avais des artisans qui me disaient, voilà, bon, est-ce que je peux dormir dans la résidence, dans l'appartement? Tu dois laisser, tu dois offrir je pense. Hein. Oui. Et il y a plusieurs choses. J'étais confronté, par exemple, à une problématique, c'est que, par exemple, les artisans te disent, moi, ça, c'est un truc que j'ai toujours pas compris d'ailleurs. Je monte pas la marchandise. Ça veut dire, admettons, tu fais appel à un maçon et te dit, je monte pas les sacs de ciment. Ouais. Moi, c'est pas mon travail de monter les. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre, tu vois. J'ai presque envie de dire, mais moi je le porte, moi, si tu veux, les 25 kilos de. Et tu connais pourquoi la raison? Si tu le payes, il le fait ou pas? Difficilement, très difficilement. Et si tu lui dis, ouais, si tu veux, je te paye, il va te dire un prix, tu vois, qui a aucun sens. En gros, ça fait pas de. Dans le TTP, en plus, c'est très. Chacun sa tâche. Voilà, peut-être ils sont habitués sur les gros chantiers, ils ont pris ces habitudes-là où tout est structuré, ainsi de suite. Mais c'est pas très surprenant. Parce que même quand tu te fais livrer, je pense que vous avez dû le constater, quand tu te fais livrer des biens que tu achètes, le transporteur il te dit, moi je transporte, je suis prêt à transporter, je te le mets au pied de ton immeuble, tu te débrouilles. Ouais. Et parfois, et c'est la première fois quand je m'étais installé, on me disait, mais t'as pas prévu des gars qui montent les affaires? J'ai pas monté de boîte en fait pour juste monter. Et donc il y a des petites choses en fait. C'est là pourquoi je prends ces exemples-là, c'est que on n'est pas habitué, et il faut savoir arrondir les angles, à mon sens. Mais c'est là tout l'équilibre, c'est à force de trop arrondir, par contre, après, il n'y a plus de rigueur, il y a plus de... Donc c'est arriver à trouver un juste milieu. La frontière, parfois, elle est assez compliquée à trouver. Ouais. Et tu as des gens qui sont ultra sensibles aussi dans la mentalité. Ça, il peut te claquer la porte du jour au lendemain parce qu'il a travaillé 2 piges avec toi. Et du jour au lendemain, pour une remarque à un moment précis. Absolument. Ça aussi, je l'ai constaté. Il claque la porte au nez. Comme tu comprends s'il pas n'y avait rien entre vous. Et comme on dit, c'est-à-dire ce jour-là, il va te ressortir tous les défauts qui s'est passé pendant 2 ans. Il était au top avec toi pendant 2 ans. Et le jour où il doit partir, c'est terminé, c'est un ennemi. Et ça, c'est des trucs auxquels... Mais tu vois, là, la présence de la personne, au final, dans un projet,
sa présence, elle va être indispensable. Parce que tu gagnes aussi en expérience. Tu veux monter un projet, il faut connaître les gens avec qui tu peux potentiellement bosser. Surtout si tu sais que ces gens-là, dans 2 ans, ils feront peut-être plus partie de ton équipe. Donc il y a tout un système comme ça. Une continuité, oui, bien sûr. Et aussi, il faut créer l'atmosphère. Il faut créer une très bonne atmosphère. Et ça revient toujours au gérant. Voilà, c'est ça. C'est que c'est lui qui prend les décisions, les bonnes et les mauvaises aussi. Voilà. Ça reste toujours une décision qu'on doit gérer aussi. C'est que si on veut une atmosphère bien et tout, c'est qu'on doit travailler sur ça. Quelle autre grosse problématique vous voyez qu'on n'a pas abordée sur ce point-là? De manière générale, sur l'entrepreneuriat. Juste un truc vachement important. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Quand on recrute quelqu'un, moi, un des critères numéro 1 maintenant, ça devient l'endroit où cette personne habite par rapport au bureau, en fait. Et m'assurer que la personne en question, qu'elle vienne en voiture ou en transport, n'habite pas loin. Parce que ça peut vite être très très compliqué et ça va jouer énormément sur la motivation de la personne. La personne qui va se taper 1 heure de transport ou 1h30 des fois de transport le matin et le soir, elle arrive au travail, elle est un peu fatiguée, elle se lève le matin, elle est dégoûtée et quand elle doit partir 1 heure ou 2 heures avant, elle commence déjà à penser à la galère du retour, etc. C'est vrai. Alors que d'avoir quelqu'un à côté, c'est hyper motivant et c'est fidélisant aussi. Parce que la personne, elle va réfléchir, elle va dire attends, j'ai un travail qui est pas loin de chez moi, etc. Changer pour cette boîte qui va me payer peut-être 20-30 000 dinars de plus, mais par contre tous les matins, je vais là, non, laisse tomber. Surtout à Alger, ça c'est un critère. Moi, je sais que j'ai fait cette erreur-là. J'ai recruté des gens, par exemple, nous on a Bir Khadam pour les nouveaux bureaux. On était à Sidi Yahya, on est passé à Bir Khadam. Mine de rien, c'est à côté, les 2 villes elles sont à côté, Hidra et Bir Khadam. J'ai recruté des gens de Bebzoar, hyper motivés, tout ça, mais ça n'a pas tenu. Ça ne fonctionnait pas en fait. Ça ne fonctionnait pas, c'était trop prenant. Même au Qubba, des gens qui étaient à Qubba, ils ont fait là le nouveau raccourci et tout ça. Et pareil, il n'y a pas mieux que d'avoir les gens qui sont à proximité. Et même quand tu vas regarder des cadres dans certaines multinationales qui changent de poste juste pour ça. Tu te dis, écoute, je faisais 1 heure de route le matin, le soir. J'ai besoin de me concentrer sur d'autres priorités dans ma vie, c'est bon. Je donne assez de temps au khadma, ça va 2 minutes. J'ai aussi des gamins, je veux aussi. Tu sais, tu pars le matin à 7h, tu rentres le soir à 20h, 20h30. Tu peux le faire à un certain moment, mais ça ne peut pas durer en fait. Ça peut pas durer. C'est vrai, moi aussi j'ai le même problème. Parce que là, je suis à Al-Jamhouria, il n'y a pas de transport là-bas et on galère. Vraiment, on galère. Parfois, on recrute seulement les gens qui sont sur la route, la même route de Sahawala vers Al-Jamhouria, juste par rapport au transport. Tu vois. Finalement, c'est un truc vachement commun. Grave. Moi, il y a un dernier point que je voulais rajouter sur un des trucs par rapport à la mentalité, tout ça au khadma. C'est que le directeur, le CEO, peu importe comment tu l'appelles, le modèle qu'il va donner dans son entreprise en termes d'engagement, d'implication, de travail et d'effort, il va avoir un effet vraiment très très impactant sur les salariés. Moi, je l'ai compris très rapidement que si tu commences à faire le gars qui vient très peu, à n'importe quelle heure, qui fait à moitié les choses, qui donne aucune considération à ce projet-là, au travail-là, il y a une répercussion. Mais s'il voit que le gars, t'es carré, quand tu donnes un rendez-vous, tu viens à l'heure, tu te présentes au bureau, mais quand tu te présentes, c'est pas juste pour taper du poing sur la table et dire pourquoi ça n'a pas été fait. Vraiment, tu participes au développement, il sent que tu es actif, lui aussi, forcément, il est motivé. Et ça, il y a un peu... j'ai l'impression un peu, il souffre un peu de ça. Il يقول que le patron يجي يخبط في الطابلة يروح يجي يتكيف نهار كامل في التليفون. Tu vois, il souffre un peu j'ai l'impression du manque d'exemplarité hiérarchique. Et ça, si le gars qui vient en Algérie, le gars ou la femme au final, qui vient en Algérie, qui veut faire un business, qui montre un vrai exemple, là, ça va augmenter les chances de réussite. Khaled, monsieur. Ouais, c'est la même chose. C'est que il y a de bons profils. Après, il faut leur créer une très bonne atmosphère. Voilà, le mieux, c'est que de recruter une personne qui soit vraiment proche du lieu de travail. Il n'y a pas mieux. Là, il est à 5-10 minutes. Il n'y a pas mieux. C'est que tu n'as pas de problème, tu n'as pas de soucis.
il reste et tout, voilà, s'il n'y a pas de problème et tout. Mais recruter une personne qui a le problème de transport et tout, ça affecte. Moi, j'ai une équipe qui habite à Tizi Ouzou aussi. J'étais obligé de louer un appart à Saoula. Comme ça, ils sont là-bas, même s'il y a ceux qui habitent loin ou à Mascara et tout, directement, je les fais loger directement. D'accord. Est-ce que vous voyez d'autres problématiques majeures qu'on n'a pas abordées et qui mériteraient d'être traitées, de proposer éventuellement une solution? Écoute, administration, finance, RH, logistique, motivation, ça va, hein? Regarde. Paiement. Non, les paiements. C'est paiement à la livraison. Salam alaikum. Lui, il n'y a pas de problème. T'as pas d'argent, t'achètes pas. Si je parle de la gestion des payes des clients, en fait, c'est ça, hein? C'est ça. Le recouvrement de créances et tout. Après ça, j'ai l'impression que c'est mondial, non? C'est pas que propre à l'Algérie. Tout le monde a des problèmes de recouvrement. Mais ce qui est clé quand même là-dessus, c'est de s'assurer que les modalités de paiement sur une commande ou un contrat ou peu importe ne mettent pas en risque au fait la société, quoi. Je prends le contrat du siècle qui n'existe pas, où j'ai mon client qui va me payer la moitié de mon chiffre d'affaires annuel sur un contrat. Par contre, les modalités de paiement ne sont pas sécurisées, etc., et que ça affecte ma trésorerie et tout. Il y a un risque de couler. Et là, il faut être intransigeant sur la négociation, quoi. Faut savoir dire non au bout d'un moment. Et pour pas prendre de risque d'exploser sa société, quoi. Surtout, tu te dis, tu bosses 7 ans, 10 ans, 15 ans pour monter un truc, et sur un projet, sur une mauvaise négociation, parce que parce qu'on a les gros yeux et qu'on dit ah ouais c'est super, j'ai un bénéfice de temps, etc. Se casser la tête, il faut faire vachement attention là-dessus, quoi. Il y a peut-être un dernier petit truc, Faudel. Tu sais, encore une fois, pour les personnes qui viendraient de France, par exemple, et qui voudraient venir en tant qu'entrepreneur nouveau, c'est vraiment la problématique qui vient pas de l'Algérie au final, mais qui va venir de cette personne-là. C'est pas la mentalité de l'Algérien, mais au final, ça va être la mentalité de l'entrepreneur français qui veut venir en Algérie et qui a un peu, si tu veux, cette espèce de mindset de voilà, un homme de ça, je sais mieux, je connais mieux, là où je vais faire mon business, mais c'est moi je vais les coacher, c'est moi je vais leur apprendre à vivre, à tout ça. Et ça, c'est une grosse problématique. Il y en a beaucoup qui coulent à cause de ça, ou qui se frustrent complètement parce qu'ils pensent avoir la science infuse, et quand ils viennent, non, tu viens, t'es humble, tu t'adaptes. Calme-toi déjà. En Algérie, il y a des talents meilleurs que toi. Tu viens, apporte ton savoir-faire si tu en as un, mais fais attention à ne pas prendre les gens qui sont en face de toi pour des personnes qui auraient au final un niveau inférieur. Et ça arrive, ça arrive beaucoup, on le veuille ou non, hein, surtout quand tu as beaucoup de diaspora qui débarquent. Tu as un petit peu cet effet Anna, je vais leur montrer, je vais les coacher. Un manque d'adaptation, alors que dans n'importe quel pays, quand tu te lances, tu t'adaptes et tu te mets à niveau de la culture locale. Il y a beaucoup à apprendre. Faut pas croire de l'Algérie et des Algériens. Bien sûr. Il y a beaucoup à apprendre. Ouais, c'est un bon rappel. On a parlé. Vous m'avez dit en début, en off, quand vous receviez beaucoup de questions en lien avec le business. Là, c'est le moment d'en parler. Ce sont les questions qu'on vous pose, qui sont récurrentes, en rapport avec l'entrepreneuriat. Dernièrement, là, j'ai 2-3 familles qui m'ont contacté sur WhatsApp. Et les questions, c'était à peu près les mêmes. Moi, celles que j'ai eu plusieurs profils. Il y a eu des entrepreneurs qui voulaient venir s'installer, d'autres qui voulaient faire la hijra, donc c'était un cadre beaucoup plus religieux, d'autres qui voulaient simplement s'installer, faire un business ou autre. Moi, les questions que j'ai eues, c'était beaucoup par rapport au budget. Au final, de combien j'ai besoin pour vivre en fonction de mon profil. Mais après, tu sais, c'est des questions qui sont super dures à répondre parce que chacun vit différemment. Une personne qui vient seule, c'est pas comme un couple avec 3 enfants. Vivre à Alger, c'est pas comme vivre à Stref ou vivre à Oumul Bourri. Donc là, c'est plus pour combien j'ai besoin pour vivre, pas pour se lancer. Ouais, exactement. Budget, moi j'ai beaucoup eu budget. Et tout ce qui est être rassuré par rapport au projet qu'ils souhaitent entreprendre. Beaucoup de questions du type est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça, tu penses que ça va le faire, tu vois? Il y a un peu de la crainte, tu vois, de venir et te dire
je vais aller au bled, je vais mettre des thunes, en plus je vais me casser la gueule. Donc, on en a parlé au début, en fait. Ouais, c'est d'arriver à venir sur place, Exactement. répondre à un besoin, comme disait Milou. Exactement. En fait, effectivement, c'est bien que tu le dis, c'est des questions qui reviennent souvent, mais je leur dis, mais moi, je connais pas en fait ce domaine. Tu le connais plus que moi. Je suis incapable, moi, c'est toi de me dire, de m'expliquer pourquoi ça pourrait marcher. Et c'est une question qui revient souvent et je la trouve. Elle est bien intentionnée, mais c'est vraiment débutant en fait. Quand j'ai cette question, c'est vraiment. Je sais pas aussi, c'est pas un peu à la mentalité française aussi d'avoir un contrôle sur tout. Non, mais ça veut rien dire en fait de dire est-ce que ça pourrait marcher. Ça veut rien dire. Il faut venir sur place. C'est toi qui connais le domaine. Il y a personne qui peut te. Quelqu'un qui ne connaît pas le domaine, il peut pas te dire. Tu vois que si ça a marché, c'est à toi justement de convaincre, d'en être convaincu et de le lancer si tu en es convaincu. À la rigueur, c'est plutôt comment je devrais m'y prendre. Quel conseil me donnerais-tu pour telle problématique, telle chose. Mais la question de est-ce que ça pourrait marcher. Le business en soi, c'est pas. Il y a une autre question aussi, c'est les prix à facturer par rapport en France ou en Angleterre ou ailleurs. C'est les questions que je reçois beaucoup. Ouais, parce que du domaine du sprinkler, parce qu'il est vraiment sollicité ici en local. Et il y a je connais beaucoup qui sont installés en France et en Angleterre, qui veulent s'installer ici. Ils font de l'ingénierie, ils font de l'installation aussi. Alors, ils me posent des questions, les prix par rapport... Je dis, voilà, c'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes charges, c'est pas la même chose. Et là, ils se demandent, voilà, si ça marche. Bon, si ça marche, c'est un créneau qui est nouveau en Algérie, qui va vraiment avoir de l'ampleur d'ici 2 ou 3 ans. Avec les nouvelles lois et tout, c'est que ça va être vraiment strict. Et après, les prix, ça va être négocié. Voilà, c'est que c'est pas comme en France. Et le problème, c'est parfois, ils convertissent directement. En France, l'euro, dinar, voilà. Je dis, voilà, c'est pas la même chose, ça marche pas. Tu peux pas prendre la calculette. Je dis, voilà, c'est que c'est pas, tu peux pas convertir directement. Et c'est là, parfois, l'erreur, elle est là, c'est qu'ils convertissent directement. Moi, je touche ça, je touche combien? Après, je dis, voilà, après. Tu as des projets, en contrepartie, tu vas te payer. Au lieu de travailler à un seul projet, tu prends 2 ou 3 projets. Et là, tu vises autre chose. Ou bien tu fais un autre projet en parallèle. C'est les questions que... Après aussi, nous, c'est un peu technique, c'est par rapport aux normes. C'est qu'ils se demandent, est-ce qu'on utilise les normes européennes, françaises, américaines et tout? Voilà, là, ça n'y a pas de problème parce qu'ici, le nord, on utilise la norme française et européenne. Le sud, on utilise la norme américaine. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Ouais. Dans l'anti-incendie, il y a 2 normes, vraiment, pratiquement 2 normes qui sont divisées. Le sud, c'est pratiquement la norme NFPA et tout. Et le nord, c'est la norme européenne et française. Parce que Oil and Gas et les sociétés américaines nous ont imposé quelque part leurs normes. Là, c'est la norme américaine, c'est la NFPA et tout. Ouais. Parce qu'on ne pourra pas utiliser une norme française au sud algérien. Parce que le sud algérien, on est de 50, 60 degrés. Et en France, maximum, c'est du 40 ou 60. Aux États-Unis, il fait de moins 50 en Alaska jusqu'à plus 50 en Arizona. On ne peut pas. Et là, c'est que c'est ça les questions qui se posent. Moi, je leur dis, voilà, maîtrise le domaine et après, tout s'apprend. Miloud, les questions qui les questions, en gros, c'est toujours le même profil. C'est quelqu'un qui a un peu d'argent, qui veut s'installer en Algérie parce qu'il aime son pays, etc. Et à ton avis, qu'est-ce que je peux faire dans quoi je dois investir? Donc, moi, plutôt que d'expliquer dans quoi on va investir, c'est faire attention, justement, parce que tu peux être une cible assez facile, quoi. Des partenariats, des machins, etc. Des associations bizarres. Donc, ouais, voilà. Associations malfaiteurs. Moi, mon conseil, quand quelqu'un est vraiment motivé et qu'il a un peu de fonds et qu'il veut investir en Algérie et s'installer en Algérie, honnêtement, kamikaze. Viens, dis-toi, pendant 6 mois, je vais observer le marché et je vais connaître des gens, je vais me faire un réseau, etc. Et ensuite, je déciderai d'une idée. Et par expérience, quand tu fais ça, d'accord, tu t'y retrouves toujours. Tu mourras pas de faim. Enfin, le bon exemple, c'est Chalef, je pense, là-dessus, parce qu'il arrivait vraiment en mode kamikaze, d'accord. Voilà. Donc, on s'y retrouve toujours. Après, il faut garder en tête que tu viens pas en Algérie pour être milliardaire. D'accord, ou pour avoir le même salaire que tu avais à Paris ou à Dubaï ou à Londres ou à New York. Tu vas venir ici dans le cadre d'un projet
à la fois, on va dire, social, un projet personnel peut-être, etc. Spirituel. Voilà. Et que, au final, ce qu'il te faut, c'est juste un budget pour manger, boire, te loger, vivre décemment, vivre même plutôt bien, d'accord. Et que ça doit être ton objectif. Même très bien en termes par rapport à différentes qualités qu'on peut avoir. Le fait d'être à proximité de la plage, de la proximité du désert, des montagnes, ainsi de suite. Et quand même, il faut aussi le préciser, c'est qu'il y a des grosses fortunes aussi en Algérie. C'est-à-dire que pour ceux qui sont vraiment déterminés, il y a comme le marché est grand et vierge, et assez on privilégie assez les entrepreneurs, pas assez, mais clairement même les entrepreneurs locaux. Il y a aussi un gros potentiel de développement. Ça dépend de l'objectif, en fait. Tu peux devenir un milliardaire, effectivement, mais il ne faut pas venir pour ça. C'est ça. Parce que sinon, si c'est ton objectif, ça vient tout seul. Après l'argent. Même ça, mais ouais, ça doit pas être la motivation, parce que sinon tu vas être démotivé assez rapidement. Mais vraiment, ça doit être. Moi personnellement, je me lève tous les matins et je me dis que j'ai de la chance d'avoir la vie que j'ai en Algérie, c'est-à-dire me lever le matin, être dans mon pays où il fait beau, où les gens sont sympas, où on mange bien, où la vie est facile, où il y a pas on se casse pas la tête, on est toujours, même avec 2000 dinars dans la poche, tu passes une super journée, tu vois, tout ça. Les enfants, ils sont contents. Ils sont dans un cadre. T'as pas de pression sur l'éducation de tes enfants, ou sur tes choix, ta religion, ou sur les idées qu'ils peuvent avoir, sur tes croyances. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, on se retrouve dans l'Algérie et les Algériens. Et puis l'éducation des enfants, elle se fait un peu toute seule. En plus, pour le coup, on est vraiment en plus entre soi. C'est ça qui est fort. L'éducation des enfants aussi, il y a pas mal de questions sur ça. Quand les gens ils veulent venir en famille et tout, il y a beaucoup de craintes. Après, tu sais, il y a plein de questions au final. Ouais, ça serait un sujet. La santé, pas entière. C'est vrai. La santé, l'école, il y a des idées reçues. On en reparlera. Ou ils dorment encore avec une claquette. C'est vraiment les trucs des années 80. Ils pensent que l'Algérie, c'est encore. C'est encore Tarbac quand tu vas coucher. C'est des trucs fous. Hein. Nous, on a quand même quelqu'un qui nous a posé la question, qui nous a quand même dit est-ce que vous avez des machines à laver Non, mais tu te rends compte. Alors que l'électroménager, on est le numéro 1 en Afrique. On a plusieurs fabricants. Alors que la société Brandt a été rachetée quand même par une société algérienne. Et on est numéro 1 en Afrique sur les parce que ça, on ne sait pas beaucoup. On fabrique énormément. Est-ce que vous faites le pain sur la tabona? Des questions très sérieuses. J'en rigole. Dis-le, c'est ça. Donc tu vois, tu te dis, là, en fait, les gens, il y a encore en fait un gros travail sur l'image de l'Algérie. Ils sont encore bloqués sur des images très anciennes qui sont alimentées par des gens qui sont encore là-bas ou des gens qui, quand ils viennent en Algérie, ils vont au bled, tu vois. Par des propagandes ou par diverses et variées. C'est ça, d'autres questions. Ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est que parfois, moi, le dernier salon Vivatech Paris, quand on a pris les deux robots pompiers Ecosium et robot Hogar, il y avait des Français qui viennent et des Algériens, tu vois. Mais sérieusement, vous venez d'Algérie ou... Oui, on est Algérien, on vient d'Algérie, j'ai étudié en Algérie. Ben, non, je ne crois pas. Vous êtes né ici? Enfin, non, je suis algérien. Je suis venu de l'école algérienne. Et la société, elle est en Alger. Impossible, non. Et vous savez fabriquer ça? Il dit, voilà, il est devant vous. Vous avez de la technologie? Oui, on en a, oui, alhamdoulilah. Ouais. Voilà la réponse. Oui, c'est vrai, c'est des questions. À Paris, il y avait beaucoup de questions comme ça. Ouais, c'est incroyable. Là, ça rappelle l'anecdote que j'avais racontée sur les médecins. Je dis, celui qui était venu de France et il ne voulait pas se faire soigner en Algérie. Il était malade, il était souffrant et tout. Et à la fin, il s'est dit, bon, vraiment, je fasse quelque chose. Et il fait une visioconférence avec un docteur qui est en France. Et donc, il lui explique tout. Et après, il lui dit, mais pourquoi vous ne faites pas soigner là où vous êtes? Vous êtes où? Il dit, je suis en Algérie. Et il dit alors, il lui dit, j'ai pas envie de me faire soigner par ici. Je voulais absolument que ce soit un docteur en France. Il dit, je suis algérien, j'ai étudié en Algérie. Et tu vas me payer en euros maintenant. La raclée. Le tour de flamme. Il y a un problème, il y a un complexe encore de l'étranger, de dehors, de la France, de l'Algérie, encore comment elle est perçue. Ça se développe énormément. Ça s'améliore. Alors, dernière question, c'est quels sont les conseils que vous auriez aimé recevoir avant
avant de commencer, de vous lancer en Algérie? Quels sont les quelques conseils comme ça, après coup, tiens, si on m'avait dit ça et ça m'aurait vachement facilité. Joker. Ah oui. Ah non, tout le monde. Tour de table. Ouais, sérieusement, je suis en train de réfléchir. Est-ce que tu vois... Moi, il y en a tellement. Ouais, par exemple, lance-toi, comme ça peut être inspiré. Par exemple, au niveau de justement de la stratégie RH un petit peu, justement, bien cadré, etc. Il y a aussi le fait de se faire accompagner. En fait, un peu tout ce qu'on a dit, parce que l'objectif, c'est que les gens ne fassent pas les mêmes erreurs que nous on les faites, quoi. De cadrer, que ce soit légalement, de ne pas perdre son temps aussi sur le setup un peu de la société. Une autre erreur aussi, Chalef, on a parlé tout à l'heure, c'est de se voir un peu trop beau en arrivant ici, se dire ah non, attends, moi je vais faire un produit premium, machin, je vais marger dessus, etc. Non, il y a un marché, il faut être agressif. L'entrée dans le marché algérien, elle doit se faire aussi de façon agressive, que ce soit en termes de marketing, donc mettre peut-être un plus gros budget marketing, mais aussi le prix, et en se faisant connaître comme ça aussi. Avoir aussi un fonds de roulement qui permet pas de travailler, mais qui permet de financer un développement, tu vois, ça aussi. Donc c'est un peu ça les gros conseils, quoi, sur lesquels moi personnellement j'aurais bien aimé qu'on m'explique tout ça, quoi. D'accord. Moi ça va, j'ai un peu eu la chance quand j'étais arrivé au Moule Boakhi, j'ai eu quelques frères qui m'ont vraiment bien conseillé dès que je suis arrivé, qui m'ont dit de faire attention à certains types de personnes qui te voient comme un billet parce que tu es français et tout ça, alors que je suis venu les poches quasi vides, quoi. Et je pense un conseil aussi, un truc à se rappeler, garder le juste milieu dans sa vie. Parce que des fois tu arrives toujours se rappeler en fait pourquoi je suis venu en Algérie. Tout à fait. C'est quoi la raison pour laquelle je suis venu? Absolument. Est-ce que c'est pour améliorer mon cadre de vie? Est-ce que c'est pour me rapprocher de mon créateur? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Éduquer mes enfants? Est-ce que c'est pour apporter un meilleur cadre à mes enfants? Puis quand tu as la tête sous l'eau, dans ton projet qui était que en mode argent, développement, tu es en train de t'écarter en fait, de ton objectif principal. Et tu sais, ça va très vite. Quelques mois, tu le ressens dans ton mode de vie, dans ta santé, dans ta famille. Et ça, c'est des trucs qui peuvent être assez dangereux. Et c'est important de se le rappeler. Tu vois, quand tu commences un truc, certes, le lancement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais il y a quand même une partie où tu dois être avec ta famille, dans le masjid, tu prends ton temps pour toi, on n'est pas venu en Algérie pour avoir le mode de vie parisien. Avec un peu plus de soleil. Tu vois, tu es venu ici pour justement, parce que le cadre, il te permet d'avoir un meilleur équilibre. Moi, j'avais rencontré un type, un Anglais, qui était venu s'installer à Alger, travailler pour une boîte et tout ça, de langue. Et on avait fait un entretien comme ça, et il m'a dit, je lui ai dit, pourquoi toi, tu es venu au bled? Il m'a dit, j'ai eu une opportunité, je suis algérien, je connaissais pas trop le pays, donc je suis venu. J'ai dit, taillé. Je dis, et c'est quoi la différence? Il me dit, tu vois, ici, j'ai le temps de lire un livre. Il me disait, ça peut te paraître dingue. Il me disait, moi, quand j'étais à Londres, je ne m'arrêtais pas. C'est là, j'ai le temps pour moi, j'ai le temps pour ma famille. Pareil pour ceux qui sont à Dubaï. Je profite et tu vois que c'est équilibré, en fait. Et plus tu avances, plus tu te rends compte que tout le monde te pousse à quoi? À toujours surproduire, surfaire. Tu traînes trop sur LinkedIn, tu deviens dingue, tu te dis ok, je fais rien de ma vie. Ils sont tous à 150K par semaine. Ils ont tous recruté 4 boîtes de consultants et toi tu es toujours en train de galérer. Ben non, tranquille en fait. Tu as un objectif, tu te rappelles de ton objectif. Pourquoi t'es venu? C'est quoi ta nia? Pourquoi t'es venu? C'est un bon exactement, c'est un bon rappel, parce que le pourquoi, se rappeler du pourquoi. Khaled? Alors pour moi, c'est tellement j'étais une personne du terrain, je faisais tout. Au départ, je pensais que je pourrais faire tout, mais j'avais tort. On me disait, tu peux pas faire tout seul. Moi, je voulais faire tout, paperasse, chantier et tout. Je faisais tout. Mais après tellement avoir peur de déléguer, et c'est ça le problème, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de déléguer. Il faut déléguer, après ça donne un très bon retour. Tu sais, au départ, moi, avant 2007, je lançais des sociétés. C'est que quelqu'un ouvrait une société dans le domaine. Je travaillais pendant 6-7 mois, je lançais, je formais l'équipe et je changeais.
À chaque fois, je faisais ça. Moi, je me dis, voilà, je lance ma première société. En 2015, deuxième. 2016, troisième. 2024, quatrième. Alhamdoulilah. Et là, c'est à chaque fois, on apprend. On apprend. Il faut vraiment prendre les conseils des autres et des gens qui ont de l'expérience. Il faut côtoyer les gens qui ont beaucoup d'expérience. Il ne faut pas hésiter à demander parce qu'avant, on hésitait, voilà, est-ce qu'il me répond ou non, voilà. On était un peu timide. Je suis à côté et on demande, voilà, واحد اللي يسقسي عمره ما يتبحر كما يقول لك. انت درك خالد avec les sociétés, les employés maintenant, tu es pas en mode je veux juste déléguer. Je dois déléguer au maximum. En fait, c'est ma mission première. C'est ce que je veux faire parce que pourquoi? Je veux me lancer vraiment sur la recherche et développement. Parce que je veux me lancer sur la recherche et développement et c'est à un niveau un peu élevé. D'accord. Voilà, parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de choses. Je voudrais bien déléguer parce que j'aime bien tout ce qui est recherche et développement. Je veux faire un truc de magnifique pour le pays, des produits... parce que ça existe beaucoup de produits à l'extérieur et on dit pourquoi on ne les fabrique pas en local. Ça prend plus de temps, c'est vrai, mais après on peut les faire. Et là, on a un très grand marché qui peut... Pour moi, sincèrement, c'est que ce que tu fabriques, tu peux le vendre ici en local. Et avant on n'avait pas la mentalité de consommer algérien, c'est qu'un produit local. Oh, comment ça c'est bien. C'est l'importation. Voilà. Je me rappelle ma première station en 2016, je l'ai fabriquée, c'était un challenge, c'était une fierté. On a fait un cortège à la livraison le skid. C'était une fierté. Un skid alénois d'ailleurs, pas fabriqué au local. C'était en 2015, j'étais en Allemagne, j'ai fait un salon, j'ai fait l'équipe, voilà. Cette année, je vais lancer la société, nouvelle société fabrication. Et c'était ça. Alhamdoulilah, c'était à force de faire les foires et tout, et être présent un peu partout, les gens ont compris que le produit local peut faire concurrence au produit de l'importation. Comme Miloud, il a des lampes magnifiques et tout. Et ça, c'est qu'on doit faire confiance entre nous d'abord, et après on peut aller vraiment loin. Voilà. Miloud ? Bah oui, d'ailleurs, pour lui, le national, maintenant, il est demandé par des sociétés comme la Sonatrach, par exemple, qui, des fois, nous courent derrière pour avoir un certain type d'éclairage fabriqué en local, etc. Donc, carrément. Ils encouragent en plus. Super. Même le pays t'encourage. Très bien, merci à vous. On va juste finir avec un petit coup de promo. C'est quoi votre actualité, Miloud? Je sais que tu fais des formations par rapport à la France, ainsi de suite. Donc c'est le moment de parler un peu de votre activité chacun. C'est très bien. Alors en ce moment, les lampes Luxi, elles sont de plus en plus disponibles dans les supérettes. D'accord. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Elles sont garanties 2 ans. Avec le code promo FODIL, vous avez un petit dinard de remise. De remise, d'accord. Et puis là, on lance sur la partie borne de recharge, on lance en partenariat avec une société française qui s'appelle Axolia. On lance des sessions de formation qui se soldent pour ceux qui réussissent la session de formation, soit avec la possibilité d'être partenaire installateur en Algérie de bornes avec Bornelec, donc c'est le nom de ma société deuxième, ou alors d'avoir un contrat de travail qui permet de travailler pour Axolia, donc qui installe des bornes en Europe sur des durées limitées ou illimitées. Donc en gros, l'idée, c'est de développer la compétence locale sur les bornes de recharge. Alors, je résume, tu as une société qui fait des installations de bornes électriques en Algérie. Voilà. Et tu fais à côté de ça donc une formation pour les Algériens pour qu'ils puissent rejoindre ta société pour faire les installations. Ouais. Et ils peuvent éventuellement ensuite travailler en Europe pour faire la même chose, l'installation. Alors, dès qu'ils réussissent la formation, parce qu'à la fin, il y a une évaluation pratique et théorique, s'ils réussissent la formation, ils ont automatiquement un contrat de travail qui est enregistré auprès du consulat de France, etc., pour aller installer des bornes en Europe. Voilà. Intéressant. Propre. Il y a un gros déficit d'installateurs de bornes. Et les Algériens, le gros avantage par rapport à toutes les autres nationalités, c'est que très francophone, d'accord, grosse compétence théorique, et technicité. Voilà. Donc il y a vraiment de la compétence francophone et qui connaît les codes européens, parce que l'Algérien, en général, on est très ouvert, quoi, en fait. On sait ce qui se passe. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve en Algérie, qu'on trouve difficilement chez nos voisins tunisiens, marocains ou ailleurs. Bon, Inch'Allah, ils resteront à développer le maximum de bornes chez Bornelec.
Ouais, non, moi ce que je vois, parce qu'on leur dit aussi que c'est pas l'Eldorado. Hein. Ce que je vois vachement, c'est des gens qui vont aller apprendre en fait à l'étranger pour ensuite revenir ici en tant qu'éventuellement entrepreneur ou autre dans ce secteur-là qui va boomer en Algérie dans tous les cas d'ici 2-3 ans. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais l'idée c'est un peu ça aussi, quoi. D'accord. Khaled, ton actualité, puis Sharif. Alors, moi, c'est avec BK Fire et BK Robotronics, l'anti-incendie, et on pense lancer prochainement notre prochain robot, au mois de février, Inch'Allah. Et je vais lancer une autre société le 20 décembre. Ça va être un truc de fabrication toujours. Moi, j'aime bien la fabrication. Je vous donne le nom seulement. Ça s'appelle Remorquené. Pas plus que ça, sinon on va le copier. Voilà, c'est un truc nouveau. On va lancer ça. Donc la robotique. Non, c'est pas un robotique, c'est un truc. Remorqué, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En plus, tourisme, voilà. Allez, voilà, c'est à chaque fois on essaie d'avancer, on essaie de faire. Moi, l'idée, c'est que de ramener les idées qui existent là-bas, les reproduire ici en local avec notre marché, avec notre technicité, avec notre savoir-faire et notre valeur ajoutée, et en local avec des produits algériens. Comme ça, on va s'unir, Inch'Allah, et aller vers l'avant, Inch'Allah. Bitawfiq. Sharif, pour finir. Moi, My Coaching, donc on est actualité nouveau centre à Belkhadem, donc plus grand, plus gros pour accueillir plus de monde en présentiel, enfants, adolescents, adultes et professionnels, même avec salle de conférence à disposition pour les formations et aussi à la location. Deuxième actu, j'en ai 3. Deuxième actu, on va lancer de la formation e-learning, donc pour l'anglais, pour la Darija et pour d'autres matières. Donc justement pour aider les entrepreneurs qui veulent venir de France ou d'un milieu francophone à avoir des bases à intégrer en Darija avec de la vidéo, avec un montage hyper pro, des quiz, une plateforme pour vraiment en quelques semaines intégrer toutes les bases et vraiment voilà, s'immerger en Algérie et faciliter justement tout le processus d'intégration. Et on fait aussi la même chose pour l'anglais. Et la troisième actu, Inch'Allah, c'est un partenariat avec un campus français pour justement permettre à des potentiels candidats en Algérie de passer à travers notre centre pour passer des tests d'anglais, français, maths et physique qui vont leur permettre de décrocher un emploi dans les académies d'aviation en France et partout en Europe. Donc avec contrat à la clé et formation à la clé tout inclus. D'accord. Donc voilà, c'est une solution qui sera vendue dans le monde entier, dans tous les campus, mais spécifiquement dans certains campus. D'accord. Allah yabarak, mashallah. Merci à vous et bonne continuation dans vos activités et Inch'Allah à une prochaine. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Plaisir. On prend la canette ou pas?